Carrasco. Allez, vas-y, pourquoi pas. Vas-y, pourquoi pas. J'ai un scoop pour vous. Penalty sur Ronny Lopez à la 151e. J'ai demandé pourquoi on n'est pas revenu sur la VAR, mais la VAR ne fonctionnait pas. Le Colombien qui a pris le dessus, il a réussi son dribble. Falcao, oui, il est mort. Ce soir, je vais dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Radio Diagonale, la web radio 100% rouge-blanche. Eh bien, bonjour, bonsoir à toutes et tous. On se retrouve pour cette dernière émission de la saison 2021-2022. On a mis un petit peu de temps à la faire, on va pas vous mentir. On aurait peut-être dû la faire il y a au moins 2 semaines. Il y a eu une petite flemme, il y a peut-être eu aussi un petit coup de bambou quand même de ce but à la dernière seconde du RC Lens qui nous a quand même fait très mal. Mais bon, évidemment, on va quand même la faire. On va revenir sur la saison, on va revenir bien entendu sur l'émission des pronostics du début de saison. Donc ça va pouvoir voir si on avait vu juste à certains endroits. Spoiler, il n'y a pas trop d'endroits où on avait vu juste. Et quand je dis on, j'englobe également les auditeurs. Et en tout cas, pour m'accompagner, il y aura Boris, Patrice et Pierre. Salut messieurs. Salut. Et bonsoir à tous. Pour l'instant, Boris, ta caméra ne bouge pas, en espérant que ça dure. Mais justement, Boris... J'ai mis un maillot croisé RC Lens pour célébrer cette c'est fin de vrai. saison. Attention, c'est un appel du pied à Jonathan Klaus, à Seko Fofana. Ouais, bah, tous ces joueurs qui n'avaient pas trop envie de nous voir en Ligue des Champions, apparemment. Ouais, mais qu'on aimerait peut-être bien voir chez nous aussi. Bah, écoute, ouais, s'ils pouvaient mettre la même motivation en venant chez nous, pourquoi pas. Enfin, ça sera en tout cas le sujet d'émissions futures, évidemment, sur le mercato, qui pour l'instant est assez tranquille, à part évidemment, et on reparlera de lui, un certain Aurélien Tchouaméni, qui est parti au Real, ou en tout cas... ça risque évidemment de se faire. Boris, justement, les 3 points de cette saison, qu'est-ce que tu as envie en priorité de retenir de cette saison un peu en dents de scie, un peu bizarre, je sais pas trop comment la décrire, décevante peut-être? Ouais, bah écoute, premier point, je dirais que c'est le bilan contrasté de cette saison. On a fait, toi, moi et souvent avec Damien, suffisamment d'émissions historiques pour mine de rien se rendre compte de la valeur que ça a de finir sur un podium et ne pas tomber dans l'excès de parler d'une mauvaise saison ou d'une saison décevante. Ça reste une performance sportive qui cale à un certain niveau, mais qu'il faudra quand même relativiser de par le faible total de points qui n'est pas vraiment à mon sens celui d'un troisième, et de par surtout 2 grosses occasions manquées à mon sens en Coupe de France et en Coupe d'Europe, en C3 tout particulièrement, ou qui viennent vraiment donner une note de gros regrets et de quand même petite déception sur cette saison. Un focus que je voudrais faire, ça sera mon deuxième point, c'est le mauvais début de saison. Une fois n'est pas coutume, j'ai envie de dire, parce que je trouve que ça se répète quand même assez souvent, hein. C'était le cas la saison d'avant, c'était le cas encore la saison d'avant, c'était le cas évidemment l'année où on a joué le maintien, c'était le cas les 2 premières saisons de Jardim, si on se souvient bien, des débuts souvent un peu tâtonnants, un peu compliqués. Cette année, j'attendais beaucoup du début de saison parce que l'équipe avait très peu changé. On avait gardé toutes les forces vives, tous les joueurs importants. J'attendais vraiment qu'on enchaîne et qu'on passe encore un cap, et ça n'a pas été le cas. Et ça nous a clairement pénalisé, hein. Même si on revient fort sur la fin de saison, on n'était que 7e à mi-saison, et c'est forcément pénalisant. Et le troisième point, je vais ouvrir une perspective sur la saison prochaine. Philippe Clément, après avoir été pas mal critiqué, il a quand même sérieusement redressé la barre. C'était trop tard pour les coupes, mais bon, mieux vaut tard que jamais. Donc voilà, il va avoir maintenant, on va dire, un blanc-seing pour cet été, mais il va vraiment falloir que lui réussisse ce qu'on a raté cette saison, c'est-à-dire vraiment repartir sur un gros début de saison avec les challenges, on les connaît. Un barrage à nouveau en Ligue des Champions à disputer, le départ du meilleur joueur ou d'un des joueurs les plus importants, on en rediscutera. Le mercato dont on ne sait pas encore comment il va se dessiner, une saison avec une Coupe du Monde placée un petit peu bizarrement. Donc voilà, mais il ne va pas falloir se chercher ni se trouver d'excuses, et on va attendre l'ami Clément et toute son équipe au tournant. Patrice, de ton côté, tes 3 points.
Pour moi, les 3 points marquants de cette saison, le premier point, c'est forcément l'élimination en Ligue des Champions, en barrage. Le match aller, déjà, est un peu dur à avaler, parce qu'on perd 1-0, alors qu'on a vraiment énormément d'occasions de faire un meilleur score que ça. Et le match retour, c'est encore plus frustrant, parce qu'on fait sûrement l'un des meilleurs matchs qu'on a fait cette saison. On gagne 2-0 à la mi-temps, on peut même gagner largement plus, parce qu'on a les occasions. Et pourtant, derrière, on arrive à se faire éliminer par un but contre notre camp qui sort un peu de nulle part, malheureusement. Donc c'est vraiment très frustrant, surtout qu'on a perdu des points en championnat, comme le dit Boris tout à l'heure. On a vraiment fait un mauvais début parce qu'on a fait la rotation et qu'on a tout misé sur cette Coupe d'Europe pour aller chercher la Ligue des Champions. Et du coup, ça fait mal à la tête pour commencer la saison. Le deuxième fait marquant de cette saison, c'est ce mois de mars, qui est vraiment horrible pour nous en tant que supporters, parce qu'il y a déjà la défaite contre Strasbourg qui pique, enchaînée avec l'élimination contre Nantes en Coupe de France, alors que celle-ci, elle nous tend presque les bras, parce qu'il ne reste plus énormément d'équipes. Et on verra que Nice n'a pas non plus été un énorme adversaire contre Nantes en finale, donc on pouvait espérer, surtout vu notre finale, aller chercher un titre pour une fois qu'il n'y avait pas le PSG en face pour nous battre en finale. Ça aurait été quand même une bonne chose. Et bien sûr, la cerise sur le gâteau, c'est l'élimination contre Braga. Je continue à penser que c'était une équipe qui est largement à notre portée, qu'on voit les matchs qu'on a fait sur la fin de saison, clairement on peut les gagner. On a eu énormément d'occasions sur les matchs contre eux, et on les a pas mis parce que y a des hors-jeux de quelques centimètres, parce que le gardien adverse a fait aussi de très beaux arrêts par moment. Voilà, il y avait vraiment moyen de passer et peut-être aller plus loin dans cette compétition que s'arrêter là bêtement en 8e de finale. Et après, le troisième point marquant pour moi cette saison, ce sera juste après. C'est la série qu'on enchaîne sur les 12 derniers matchs de championnat. 31 points pris sur les 36 possibles, et pas contre des petites équipes, parce qu'on gagne contre l'OM, contre le PSG, contre Nice, contre Lille, contre Rennes, que des gros adversaires. On sort d'un mois de mars où c'est catastrophique, où on a quasiment tout perdu. On pense vraiment que la saison c'est fini, c'est de la roue libre, on ne sera même pas européen, et pourtant Clément et les joueurs nous sortent vraiment une fin extraordinaire jusqu'au bout. Malheureusement, il manquera ce petit match contre Lens et ce but à la 95e qui nous aurait vraiment fait rêver sur un final assez dantesque. Rares sont les équipes qui l'ont fait. Il faut vraiment remonter nous à l'année du titre pour voir un final aussi parfait. Il y a eu une minute de trop. Après, beaucoup rappellent à juste titre que même si Lens ne marque pas, il y aurait eu un penalty au même moment sifflé pour Marseille. Ce penalty n'a pas été sifflé puisque comme les supporters ont été au courant de l'égalisation, il y a eu envahissement de terrain, ça a été le gros bordel. Mais on était parti pour un penalty et pour un scénario absolument terrible avec un 5-0. Ce qui aurait été terrible, et là on aurait pu vraiment en vouloir à Strasbourg. Mais bon, bref. Donc, de toute façon, ce but-là... Après, le penalty n'était pas mis, mais bon, tu peux quand même partir un peu négatif. Pierre, de ton côté, les 3 points. Ouais, alors pour pas trop aller dans la redite, mais bon, on parlait quand même, c'est vrai que c'est une saison qui, pour mon premier point, je dirais une saison qui commence et qui finit par une grosse déception. Donc, sur des terrains différents, avec donc la Ligue des Champions qu'on rate dans un duel qui était accessible, et quand on voit ce que le Shakhtar a fait après, on se rend compte que c'était une équipe pas si terrible que ça, qui était largement à notre portée. Et sur le retour, on peut pas trop en vouloir finalement aux joueurs parce qu'ils font un super match, comme disait Pat. Donc c'était vraiment une grosse déception. Et le match de Lens qui est terrible, quoi. Ça, c'est le pire truc que tu peux vivre comme supporter, de te prendre un but comme ça à la dernière seconde. Bon, si on oublie cette histoire de péno pour l'OM que tu viens de citer, ça reste quand même extrêmement déceptif. Et encore pareil, on peut pas non plus en vouloir aux joueurs sur ce match c'est un match où ils sont plutôt bien battus. Donc voilà, c'est les deux extrémités de la saison. Et puis au milieu, c'est une saison où il s'est passé beaucoup de choses et pas grand chose qu'on retiendra finalement, malheureusement. Bon, c'est pas une saison de fou avec une éviction de coach au milieu parce que c'était pas terrible. Après on a le mois de mars qui est pas top. On se plante dans les coupes où il y avait peut-être la place. Donc il y a rien qui a été quand même du début à la fin. Après, mon deuxième point, c'est quand même que la démonstration que conserver un groupe d'une saison à l'autre ne fonctionne pas toujours. Finalement, à Monaco, on a été souvent victime de l'inverse. On a souvent dit ouais, mais c'est normal qu'on soit pas bon parce qu'on a perdu tous nos bons joueurs. Là, on avait gardé tout le monde et ça n'a pas suffi pour être performant. C'est vrai.
Et puis le troisième point, pour quand même rester sur une note positive, et comme disait Boris, c'est que le podium est atteint, il faut quand même pas minimiser ça. La saison, elle a été très bizarre, donc du coup, il y a quand même plein de moments où on n'était vraiment pas bon, mais on finit par une série de fous. Donc, au vu du parcours global, on peut vraiment en fait se réjouir d'être troisième, parce que pendant longtemps, on était vraiment loin d'imaginer ça. Et puis, même quand tu parlais des illusions, Patrice, de Nantes, etc., je me disais, peu importe qu'on ait perdu contre Nantes, on se serait fait humilier contre Nice en finale, parce que à cette époque-là de la saison, c'était l'enfer, quoi. Il n'y avait aucun match abouti de notre part. Donc finir troisième. La finale arrive bien après. Hein. Exactement, ouais. Bon, Donc, quand on avait perdu contre Nantes, on était dans une autre forme, mais oui, effectivement, ça arrive après. À un moment, on est beaucoup mieux en plus, donc. Oui. Après, ça c'est. Et ouais. Ouais, exactement. Mais sur le moment, tu vois, j'avais cette impression-là, et j'étais pas le seul non plus, de se dire, vu notre niveau, c'est peut-être un moindre mal. Mais bon, du coup, c'est vrai qu'on a laissé passer ces chances-là. Mais bon, on finit quand même sur le podium. On a une petite chance d'aller en Ligue des Champions, sait-on jamais. Ça l'avait fait quand même en 2016-2017, même si on avait un groupe exceptionnel, etc. Voilà, on a réussi à le faire, donc c'est pas inaccessible. Okay. Maintenant, le gros enjeu sur le troisième point, ça va être de ne pas se faire trop piller au mercato et de savoir recruter intelligemment. On n'a pas souvent été capable de le faire ces dernières années, on verra. Ok, de mon côté, le premier point, rapidement, la saison est pour moi décevante, elle est ratée dans les grandes largeurs. Tu peux pas te faire sortir comme ça en C3 par Braga, sinon ça sert à rien d'aller en Ligue des Champions en fait les mecs, hein. Si on n'est pas foutu de battre Braga avec l'équipe qu'on avait, on peut pas avoir de regrets sur notre non-qualification en C1 parce que ça aurait été terrible. La Coupe de France, j'en parle même pas, et le championnat, c'est vrai qu'on aurait pu accrocher une deuxième place qui très honnêtement aurait pas été logique et méritée au vu de la saison qu'avait fait l'Olympique de Marseille. Déjà on est troisième, c'est déjà pas si mal, 69 points, tu l'as bien dit Boris, c'est quand même très décevant. Mon deuxième point, c'est le mercato qui avait été effectué l'été dernier, qui globalement a été du coup raté dans les grandes largeurs. Nubel au final s'en tire certainement le mieux de cela, mais il faut aussi pas oublier qu'il nous a quand même bien plombé sur le début de saison, même s'il a fini par être un élément clé et plutôt même intéressant. Et moi, en ce sens, j'ai envie de le garder. Mais petit spoil, celui qui a été élu meilleur recrue de l'année et même plébiscité recrue de l'année, on l'a pas recruté l'été dernier. Donc c'est quand même un rarement très bon signe. Et enfin, le dernier point, ça sera, et maintenant, le mercato. Voilà, on sait déjà qu'on vient de perdre notre meilleur élément, celui qui était la pierre angulaire de l'équipe. Il y a beaucoup de rumeurs autour d'attaquants, et du coup, j'ai bien peur que ça veuille aussi dire qu'on va perdre Ben Yedder, qui était l'autre joueur extraordinaire cette saison, qui a marqué un nombre de buts, pour le coup, qu'on n'avait pas du tout vu venir. Et pareil, hein, on y reviendra dans les pronos, mais personne n'avait mis Ben Yedder au-delà, ne serait-ce que de 25 buts. Il a terminé avec 32. Donc, plus que solide, même si certains diront « Oui, mais il y a beaucoup de pénaltys ». C'est une évidence, il n'y a quand même pas que ça. Donc voilà moi, ce qui résume cette saison, avant tout, c'est la frustration. Et par contre, comme tu l'avais bien dit, et puis c'est toi Patrice, c'est-à-dire ou toi Pierre, c'est qu'on la commence et on la termine sur deux désillusions dans les grandes largeurs. C'est très symbolique tout ça, ouais. Ouais. Et, bon, alors Boris, je vais peut-être finir par y arriver avec ta caméra, je suis désolé pour les auditeurs, mais c'est un petit peu la guerre souvent avec ta connexion et donc ta caméra. On va pouvoir passer maintenant donc au bilan collectif de l'équipe. Et donc on va pouvoir revenir dans un premier temps sur les pronostics. On va déjà parler, je sais pas, vous avez envie qu'on parle de quoi? Du championnat, de la coupe ou de l'Europe? À vous. Vous me dites sur quoi vous avez envie plutôt d'axer ce premier bilan. Répondez pas en même temps. La Coupe d'Europe, pour moi, on l'a balayé, moi c'est fait. Ne répondez pas en même temps. Oui, donc voilà, la Coupe d'Europe, donc le parcours éliminé donc en huitième de finale. Globalement, il n'y a que Quentin, qui nous avait vu sortir en huitième. On était tous un petit peu au-dessus. Damien, et sa fameuse j'ai fait un rêve, on a perdu en finale. On a commencé à y croire, hein, que quand on a vu tous les éliminés, ceux qui restaient en course,
Le tirage, chanceux, au final non, mais de Braga, malheureusement ça s'est arrêté en 8e. Boris, au final, cette Coupe d'Europe, elle a été plutôt réussie en poule, même si tous les matchs n'étaient pas parfaits dans le contenu. On était quand même dans une poule d'un niveau correct, avec une Real Sociedad qui, à l'époque, on le rappelle, était quand même très forte, dominait le championnat d'Espagne, et on est sorti premier de cette poule, ce qui nous a évité quand même aussi un petit 16e, ou en tout cas match de barrage. Ouais, je ne sais pas si volontairement ou pas, fait l'impasse déjà sur le match de barrage, mais à la limite, je pense qu'on l'a suffisamment couvert dans les 3 points pour pas revenir dessus. La poule de ces 3, elle a été, j'ai presque envie de dire parfaite, dans le sens où c'est comme ça qu'il faut les jouer, ces poules-là. C'est à peu près jamais là où tu te fais des souvenirs, où tu as des matchs marquants, et pas que nous, je pense, dans l'histoire de cette coupe. C'est vraiment un passage bâtard de la saison, parce que personne n'a envie de les jouer. C'est souvent les matchs qui font pas trop rêver, et en même temps qui sont un peu pièges, parce que tu joues contre des équipes souvent un peu plus motivées. On a l'habitude en France de les prendre par-dessus la jambe, et nous, la dernière fois qu'on y a été, on avait fait une poule catastrophique, c'était en 2016. Là, voilà, aucun match particulièrement mémorable, mais dans une poule assez relevée, avec quand même 2 adversaires d'un assez bon calibre. On sort en tête assez tranquillement, sans se faire trop peur. On archi-domine aucun match, et je pense, voilà, encore une fois, il n'y a aucun match des 6 qui restera dans les mémoires, mais on fait le travail aussi bien qui doit être fait, et ce qui n'était pas forcément gagné d'avance. Donc oui, voilà. Ce qui est dommage, c'est que comme on sort juste après, c'est une campagne qui laissera, je pense, à peu près aucun souvenir de mémorable. C'est sûrement le match du Shakhtar, qui sera le Shakhtar et Braga, malheureusement, qui laissera un peu de souvenirs, alors qu'on a eu des belles victoires face à des équipes quand même correctes de Coupe d'Europe. On n'est pas tombé sur la poule non plus la plus ennuyeuse, comme Lyon par exemple, qui avait une poule d'un autre niveau. Juste pour dire, vous les auditeurs, vous nous aviez vu 2e de poule, donc un petit peu en deçà. Par contre, vous aviez quand même tablé, malgré un potentiel 16e, sur une demi-finale. Bon, donc forcément, les attentes sont, je pense, pas vraiment au rendez-vous, mais voilà, on l'a bien dit, on avait beaucoup d'attentes, même si on le rappelle, l'émission Prono, donc on l'avait fait à la fin du mercato, donc il s'était déjà passé cette élimination contre le Shakhtar, il s'était déjà passé, je dirais, 4 journées de championnat, donc on avait déjà un premier aperçu sur ce qui allait potentiellement se passer, même si ça n'a pas été forcément une réalité pour certains joueurs qui ont bien commencé et mal fini, et inversement. Mais en tout cas, voilà, pour cette Coupe d'Europe, globalement, c'est des regrets. Pour la Coupe maintenant de France, Pierre, t'en as parlé, enfin, on en a tous parlé. Pour moi, elle est peut-être là la plus grosse déception, parce que t'es quand même éliminé en demi, au penalty, face à Nantes. Et en plus, c'était 2 meilleurs joueurs qui ratent, et le symbole, il est terrible, quoi. C'est que c'est les deux qui t'ont porté pendant 45 matchs cette qui te plombent cette séance de tir au but, quoi. Et puis un Nubel qui plonge pas. Ouais, en plus, Nubel, on a vu que les pénaltys, c'était pas trop son truc sur ce match-là. Et puis, c'est surtout même le déroulé du match, où à l'époque, on n'est pas dans une période flamboyante, loin de là, mais même si Nantes est en forme, ça reste une équipe qui était quand même complètement accessible. Même si on pouvait sentir un peu la loose nous envahir dans ce genre de parcours, on a l'habitude de paumer comme ça. On l'avait fait à Guingamp c'était en Coupe de la Ligue, c'est ça, ou en Coupe de France, j'ai oublié, c'était la Coupe de France. Ouais, Coupe de France, il y a 2-3 ans là, ouais. Donc on a souvent perdu comme ça bêtement contre des outsiders. Et là, Nantes, c'est un peu ce genre de scénario. Tu ouvres le score quand même assez rapidement dans le match, et tu te fais rejoindre rapidement aussi, tu te laisses endormir. Après, il y a cette espèce de deuxième but où on égalise un peu miraculeusement, mais il y a rien calé, quoi, dans ce match, quoi. Boadou, certainement le fait d'arme de la saison de Myron Boadou. Ça sera à mettre à son crédit. Bon, un but du dos. Ça suffira pas à compenser la balance, mais bon, il faut quand même le dire. Donc voilà, c'est la déception. Et puis encore une fois, c'est bien ce qu'on dit, c'est qu'en face, ça aurait pas été Paris en finale. Nice est une belle équipe, mais
Entre-temps, on est également, nous, devenus ce qu'on aurait aimé qu'on soit dès le début d'année. Donc, il y aurait peut-être eu moyen d'aller chercher cette putain de Coupe de France qui nous échappe depuis maintenant 31 ans. Et voilà, ça va commencer à ressembler aux Français à Roland-Garros, quoi. Bon. On est maudits, ouais. Non, mais c'est vrai que c'est cette sensation-là. Tous les Français et le Tour de France, pour toi, Boris, hein, parce que c'est à peu près 85, donc voilà. Non, mais là ça fait trop longtemps. C'est la bonne cette année, c'est la bonne. Tu la sens, là. Le Tour de France. Ouais, cette année. Roland-Garros, Roland-Garros, c'est déjà foutu de toute façon, donc oui. Alors, je crois que on est plus proche aujourd'hui de gagner le Tour de France que Roland-Garros, je pense. Oui. Par contre, dans les années qui viennent, je sais pas, parce que le Tour de France. C'était pas le cas il y a 5-6 ans, mais maintenant, oui. Maintenant, c'est le cas. Et puis maintenant, on va pouvoir passer au championnat. Donc là, on va pouvoir être un peu plus large. Mais du coup, je vais te laisser commencer, Patrice, vu que je t'ai pas trop demandé sur la coupe, même si tu en avais parlé de toute façon dans tes points. Le championnat, que retenir de ce championnat qui finit certes en trombe, mais qui finit, on le rappelle, à la 3e place. Alors ça avait été pronostiqué par pas mal de gens, même les auditeurs d'ailleurs nous avaient vu finir 3e. C'était également le cas pour toi, Boris, Damien et Adrien. Le pire, c'était 4e. Et par contre, et c'est là où c'est intéressant de le remarquer, c'est que même ceux qui nous mettaient 4e, on était tous à minimum 71 points. 71 points, c'est ce qui nous aurait suffi pour être 2e, peut-être. Et pour les auditeurs, vous nous voyez à 75. Donc au milieu de tout ça, la 3e place, c'est une chose. Le bilan comptable est décevant. Ouais, il est très particulier quand même ce championnat, parce qu'on finit sur le podium. On n'a pas l'impression d'avoir fait une saison sur le podium, tellement on a eu des hauts et des bas. On a été combien de journées sur le podium? 2, 3? C'est les dernières. À la fin. Juste à la fin. Donc on n'a pas l'impression de s'être battu vraiment toute la saison. C'est vraiment parce qu'on fait encore une fois, parce que c'est pas la première fois, une fin de saison extraordinaire. On va chercher des enchaînements de victoires qui nous permettent de rêver sur la fin et d'aller chercher des places. Et aussi parce que, comme tu l'as dit, nos adversaires aussi se prennent les pieds dans le tapis sur des matchs qui sont pourtant vraiment à leur portée et ils perdent des points bêtement, comme nous aussi on a pu le faire à son début de championnat, ce qui fait que tout le monde a finalement très peu de points et que on arrive à choper une 3e place avec seulement 69 points. Tant mieux pour nous dans ce cas-là. Et c'est dommage de se dire aussi que si on avait un peu plus forcé, si on n'avait pas perdu certains matchs qui sont largement à notre portée, parce qu'on a perdu quand même contre des adversaires qui n'étaient pas fous, on aurait pu récupérer ces quelques petits points en plus pour être tranquillement 2e et s'assurer déjà la place en Ligue des Champions qui nous aurait fait du bien pour ce mercato-là. Sachant qu'on peut rappeler, chose qui n'était quand même pas forcément prévisible, la saison absolument catastrophique de l'Olympique Lyonnais, qui était censé quand même, avec l'effectif qu'ils ont, le coach qui arrivait, il y avait beaucoup de hype autour de tout ça, tout le monde les voyait quand même à la lutte pour le podium, même plus qu'un Olympique de Marseille. Et au final, le champion en titre aussi qui fait une saison finalement... Ouais, mais ils ont tellement d'avance qu'ils se... Même s'ils ont perdu du monde, pardon, d'accord, mais tu n'attends pas qu'ils soient aussi bas que ça. Oui, non, c'est vrai que Lille, ils n'avaient pas perdu tant de monde que ça, mais bon, ils avaient une équipe un peu vieillissante, et c'est vrai que ça s'est peut-être un petit peu senti cette saison. On y reviendra évidemment sur la fin d'émission, parce qu'on va parler de Philippe Clément, mais c'est vrai que Boris, c'est quand même un des moments clés de cette saison, c'est ce changement de coach. On le rappelle, en début d'année, évidemment, on était tous à dire que Kovac finirait la saison. Je crois que c'est 99,9% des auditeurs qui, pareil, pensaient que Kovac allait finir la saison. Là, pour le coup, je pense que c'est peut-être la plus grosse surprise. On s'en rappelle, Pierre, on avait fait cette émission bilan mi-saison qu'on avait dû refaire, ou en tout cas cutter et refaire la fin, puisque quelques heures après la fin de cet enregistrement, il y avait eu cette grosse surprise. Donc toi, Boris, tu n'avais pas fait ces émissions. Est-ce que ça a été vraiment un tournant bénéfique, ce changement? Sans parler de Clément en particulier, mais est-ce que c'était vraiment une bonne chose de virer Kovac? J'ai envie de contourner un peu la question et te dire, on verra. Je pense qu'on le verra plus dans le futur. Pour moi, sur cette saison, au final, j'ai presque envie de dire non. On a eu ces éliminations en Coupe d'Europe
qui pour le coup était peut-être un des points forts, hein, les parcours en coupe de Kovac. On n'était pas bien classé en championnat. Enfin, pas bien classé, on était un peu à la lutte un peu bas, mais finalement comme la saison d'avant où Kovac avait déjà réussi un retour en boulet de canon. Donc on ne saura jamais, hein, là on est vraiment sur un what if, comme dirait l'autre, de comment on aurait fini la saison. Donc sportivement, je ne suis pas sûr que ça a apporté. On pourra le tourner un petit peu différemment si dès l'an prochain, on voit une dynamique s'enclencher sous Clément et que ce choix-là de coach est validé. Au-delà de ça, on a compris aussi, plus ou moins entre les lignes, qu'il y avait un problème un peu plus humain entre Kovac et ses joueurs, entre Kovac et la direction. Donc ça, c'est des choses qui nous sautaient pas forcément aux yeux sur le terrain, des informations qu'on n'avait pas avant. Force est de constater que si c'était le cas, il est probablement bénéfique que ça se soit réglé. Les joueurs ont l'air d'avoir tissé depuis une bonne relation avec Clément. Donc pour l'instant, moi je reste pas hyper fan de ce genre de changement en cours de saison. Quand on est en plus loin d'être à la rue comme ça, l'année où on joue le maintien, c'est encore autre chose. Là, moi, j'aurais clairement pas activé ce bouton-là à ce moment-là de la saison. Maintenant, Clément, encore une fois, c'est vraiment la capacité à enchaîner sur cette bonne fin de saison, sur cette bonne série, et à bien relancer la machine qui, pour moi, va être décisive pour valider ou non ce choix. Ce qu'on peut dire également, Pierre, c'est que du coup, on vous a demandé de noter la saison, et je trouve ça étonnant, même si vous n'êtes pas les seuls à avoir voté en majorité pour une bonne saison. C'est également ton cas, Patrice, c'est également le cas de Quentin et de Pierre, du coup. Tu es également là. Moi, j'ai mis correct. Après, on est tous sur du correct. Damien est allé à décevant. Mais bon, c'est Damien. Il avait rêvé la finale de C3, donc forcément, ça c'était pas prévu. Mais du coup, je trouve ça quand même étonnant de mettre bonne, sachant qu'on l'a dit. Globalement, on est en deçà de toutes nos espérances du début de saison en termes de nombre de points, de parcours européen, de parcours en coupe un peu moins, mais parce que toujours on a en tête qu'il y aura le PSG, et en l'occurrence il n'y était pas, donc c'est aussi une déception. Donc pourquoi, Pierre, tu as quand même décidé de mettre, et toi Patrice dans un second temps, cette saison la considérer comme étant bonne, parce qu'elle finit bien en fait, pas bien. J'ai voulu voter avec ma tête et pas avec mon cœur, là, pour le coup, tu vois. C'est vrai que oui, c'est décevant par rapport à ce que j'en attendais personnellement en tant que supporter, mais quand tu regardes, finalement, on est 3e, on fait une demi-finale de Coupe de France, on sort en 8e en Ligue Europa. Quand tu fais le bilan, je trouve que c'est dur de mettre que c'est une saison juste correcte, quoi, tu vois. On aurait fini 4e, je t'aurais mis ça, mais on est quand même sur le podium, ça laisse des perspectives pour l'année prochaine, on finit en plus sur une belle série, c'est ces choses-là qui m'ont fait dire que cette saison était bonne, quoi. Mais alors, et si on sort de l'aspect purement mathématique, purement point, est-ce qu'on peut la considérer qu'elle est bonne sur le point de vue de ce qu'on a vu en fait, des matchs, combien de matchs vraiment vous avez envie de retenir, où vous vous êtes régalé cette année? Pas beaucoup. Il y a eu ce match du Shakhtar. Après, on s'est quand même. Enfin, moi personnellement, je me suis bien fait chier jusqu'à la série de la fin du championnat. Où tous les matchs n'étaient pas terribles, mais il y a quand même eu de très belles choses, et il y avait, on retrouvait un peu cette passion de se dire on va remonter au classement, il se passe quelque chose. C'était une équipe qui retrouvait un peu une âme. Mais oui, quand tu rentres dans le contenu, c'est, comme je disais dans mes 3 points, c'est une saison qui est quand même très bizarre. Le bilan est bon, mais l'expérience supporter, si on peut dire, est pas terrible. Ouais, parce qu'on a du coup joué, on va dire, une bonne 50aine de matchs. On en a une dizaine qui sont corrects. Exactement. Et ils sont quasiment tous sur la fin de saison, quoi. Donc c'est pour ça aussi que, voilà, même des matchs qu'on a pu gagner, c'était pas la régalade, quoi, dans le jeu, dans la manière de jouer, que ça soit sous Kovac et même sous Clément, même si ça a été un peu mieux. Après, on y reviendra sur certaines performances individuelles, bien entendu. Il y a des joueurs qui ont été décevants, il y a des joueurs qui ont été blessés, il y a évidemment beaucoup de raisons à tout ça, mais on l'a bien dit, on avait beaucoup d'attentes parce qu'on avait gardé l'effectif, parce qu'on avait gardé le coach, parce qu'on avait fini en trombe déjà la saison dernière, et que du coup, on était quand même
logiquement plutôt optimiste pour la saison à venir. Et on a été très vite douché. Donc après, vu que ça finit bien, bah, tu te dis que tu termines sur une bonne note, même si la dernière minute finit mal. Mais bon, Ouais. voilà. Même ça, même ça, Tu ça termines allait sur pas, une ouais. bonne note. Mais en fait, si tu inverses la saison, c'est-à-dire que si tu fais un super début, mais que par contre tu t'écroules sur la fin, tu n'aurais certainement pas noté cette saison bonne, en fait. En championnat. Probablement pas. Ouais. Bah, En finissant après, à la même place avec le même nombre de points, quoi. C'est ça que je veux dire. Ah ouais, le ressenti final, ouais, Eh oui. peut-être. Ouais, oui. Bon, après, le ressenti, ouais, comme je te dis, le ressenti global en tant que supporter, je pense que on est nombreux quand même à avoir été déçus parce que on avait vu plein de potentiel et finalement, en fait, on fait plus ou moins la même chose que la saison dernière, alors qu'on rêvait d'une évolution, quoi. On l'a pas eu. D'accord. Ça, c'est vrai. Ok, donc on est d'accord, tu as surnoté la saison du club. Ça dépend sur quoi tu te bases, encore une fois. Manipulation. Ah, tu viens de dire qu'on avait tous été déçus. Mais bon. Ouais, mais après, tu me demandes comment je juge la finale. Enfin, je t'ai expliqué, c'est comptablement, je trouve que ça reste quand même une bonne saison. Tu fais quand même un podium, on fait ce qu'on fait dans les coupes, c'est pas terrible, mais bon, c'est quand même là. Enfin, on a vécu les mêmes dernières saisons à Monaco. On peut se réjouir de saisons comme ça, quoi. Moi, dans un passé proche, j'ai été vraiment déçu. Là, Ah oui. ouais, c'est de la déception parce qu'on attendait mieux. Ah, elle n'est pas catastrophique non plus, évidemment. Ouais. On n'en est pas là, mais ouais, entre correct et décevant. Après, je sais plus vraiment ce que tu avais mis comme choix, Patrice, pour faire le distinguo. Mais ouais, moi je suis quand même proche de la déception et j'ai opté pour le correct parce que tu arrives à accrocher cette 3e place. Mais si tu finis 4e, là, je serais clairement passé sur décevant. Messieurs, je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter sur le bilan collectif. Non, mais il y a aussi, juste rajouter que c'est une question de dynamique aussi. La saison Oui. d'avant, elle est satisfaisante, elle est bonne parce que tu sors de 2 saisons compliquées. Une saison où tu joues le maintien, l'année Covid, tu vas un peu nulle part, tu rattaques la saison pas très bien avec un nouveau coach et puis tu arrives à enclencher une dynamique. Voilà, tu reviens un petit peu de nulle part, tu es content, mais l'année d'après, quand tu n'arrives pas à enchaîner, tu fais même une moins bonne saison parce qu'on doit faire au moins 7 points de moins. Je pense qu'on fait 76 points. La saison avec Kovac, on fait finale en Coupe de France. Alors on n'a pas de Coupe d'Europe au milieu, mais pour ce qu'on y a fait au final, c'est pas ça fait pas une énorme différence. Donc c'est aussi quand tu notes en dynamique, le bilan est très correct sur le papier, mais tous les petits détails qu'on a pu lister amènent quand même à baisser effectivement, je trouve la note vers du correct, voire moins si on est un peu plus sévère comme Damien. Oui, en plus, il y en a potentiellement qui peuvent dire qu'on s'est mis à bien jouer quand on avait plus de matchs par semaine. Bon, bah, faut pas qu'on se batte pour aller en Europe. Ouais. Hein. Enfin, on n'est pas une équipe de foot professionnel. Je veux dire, si t'es pas capable de jouer 2 matchs par semaine quand tu es professionnel, c'est qu'il y a quand même un sérieux problème. Surtout qu'on parle pas de jouer le mercredi, le Real, Chelsea, Manchester City, etc. Quoi. On a joué Braga. Avec tout le respect on est censé être prévu pour que des clubs comme, j'en sais rien, Nantes l'an prochain, Oui. des Strasbourg, et plus de mal, Rennes qui a peut-être un peu pêché en fin de saison parce qu'ils ont moins cette habitude-là. Nous, on est censé être programmés pour ça. Les gens qui construisent l'équipe doivent la construire en ce sens et c'est aussi là-dessus qu'ils ont un petit peu probablement échoué cette saison. Oui, on a des joueurs internationaux à beaucoup de postes. Il n'y a pas beaucoup de nos titulaires, je pense, qui sont évalués sous les 20 millions d'euros. Il n'y a pas beaucoup d'équipes qui peuvent dire ça, je pense. Alors, sans parler de celui qui est évalué à 80, voire 100 avec bonus. Mais bon, voilà. Quand tu vois les prix dont ça parle pour un potentiel départ de Badiachil, voilà, il n'y a pas beaucoup d'autres équipes qui ont des joueurs avec cette hype. Alors peut-être surévalué. Les trophées individuels maintenant, et on va commencer. Alors, on va pas commencer par meilleur joueur, bien entendu, surtout qu'en plus, il y a une vraie lutte cette année. Mais tiens, j'ai envie de commencer par la top recrue, parce que c'est quand même une catégorie un petit peu rigolote. Alors évidemment, on s'était tous plantés en début de saison, bien entendu, vu que la meilleure recrue, au final, ça a été un plébiscite pour Jacobs. Oh, le lapsus. Pour Vanderson, globalement, les auditeurs, vous étiez partis sur Boadou très largement avec 64%.
C'était également mon choix et également celui de Quentin, d'Arthur et de toi Boris. Et sinon on avait 3 Jean Lucas. Donc personne n'allait sur Nubel ou Jacobs. Bon, ce qui est sûr, c'est que Boidou, c'est une erreur complète, parce que c'est clairement pas lui. Jean Lucas aussi, donc on avait vraiment tous vu faux. On a voté Vanderson, Patrice, moi je trouve ça assez logique. Maintenant, à partir du moment où il est arrivé que cet hiver et qu'il n'a pas non plus si bien fini que ça, il a quand même eu une petite panne logique sur la fin de saison. Moi j'ai vraiment hésité avec Nubel, alors ça va peut-être en faire sourire certains. Mais moi, j'ai vraiment hésité avec Nubel, qui, en fait, si tu lui enlèves les 2 premiers mois, a quand même fait derrière une très bonne saison au final. Ouais, je suis assez d'accord avec ce que tu dis. J'ai hésité aussi avec Nubel. Ce qui m'a fait vraiment choisir Vanderson comme meilleur recrue, c'est qu'il arrive déjà en plein milieu d'une saison. C'est jamais facile pour un joueur du coup qui vient du Brésil, donc du coup qui était sur un enchaînement déjà de 50 matchs joués. Il continue. Il arrive à s'intégrer parfaitement en Ligue 1, alors que c'est quand même très très différent. On a bien pu voir les autres Brésiliens qui sont arrivés généralement leur demi-saison, elle est catastrophique, que ce soit Jorge ou Gemerson. Lui s'intègre parfaitement, bouche exactement le trou qu'il a besoin de boucher, parce qu'on a vraiment un problème sur cette aile avec Gelson qui sert pas à grand chose, et Vanderson vient vraiment remplir un rôle parfait pour Clément. Il monte en puissance au fur et à mesure des matchs, il devient de plus en plus précieux, il commence à enchaîner des buts, des passes décisives, il fait vraiment quasiment tout bien jusqu'au moment où du coup il est suspendu, il a un coup d'arrêt, et les 3 derniers matchs il est quasiment plus là. C'est vrai que là il y a vraiment la petite baisse vraiment sur la fin, mais quand tu as joué 70 matchs à la suite, je pense ça arrive un peu à se comprendre. Là où Nubel, ça a vraiment été long à se mettre en route et c'est vraiment monté petit à petit. Il a fallu qu'il prenne la confiance avec ses partenaires et tout, qu'il arrive à parler. Ça a mis son temps pour après vraiment faire une 3/4 de saison, je suis tout à fait d'accord, où il est parmi les très très bons gardiens de Ligue 1. C'est même dommage, je trouve qu'il n'ait pas été cité parmi les meilleurs, parce qu'il est vraiment assez bon sur une majorité de la saison de la Ligue 1. Mais c'est vrai que les débuts ont été vraiment très 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 compliqués. Au point, on se demandait s'il n'était pas même moins bon que Lecomte, qui avait fait une saison avant qui était catastrophique. Nubel, on va en parler tout de suite. Bon, évidemment, il a été élu meilleur gardien de la saison. Non, il était le seul, donc c'était pas vraiment une catégorie très intéressante. Après, il y a certains qui avaient vu qu'il serait remplacé en cours de saison. C'était le cas pour Damien et pour toi, Boris, c'est ça? Attends, je dis peut-être une bêtise. Ouais. Je pense que j'avais émis ce scénario, mais je suis pas sûr de l'avoir. C'est ça. Vraiment confirmé, quoi. Non, mais bon, après, c'était. Mais t'avais bien mis qu'il ne finirait pas la saison. On l'avait tous vu entre 60 et 69% d'arrêt. Carrément, les auditeurs, vous étiez entre 50 et 59. Après, on rappelle encore une fois, l'émission ayant été faite fin du mois d'août, c'est vrai qu'il ne nous avait pas laissé un sentiment exceptionnel. Et au final, voilà, il termine quand même avec 76,3% d'arrêt, ce qui est dans les top statistiques. On n'a pas pris tant de buts que ça. Et c'est vrai que ce début de saison est pas bon, c'est une évidence, mais on peut espérer du coup, Boris, qu'il enchaîne sur comme il est depuis 9 mois, même si bien sûr c'est pas Manuel Neuer, mais c'est quand même un gardien, moi, qui me rassure plutôt. Par contre, va quand même falloir travailler le jeu au pied, ça reste le petit point noir. Voilà. Ouais, moi je suis largement moins optimiste que vous sur la saison de Nubel, même après. Je valide qu'il a remis les choses à peu près à l'endroit, mais je trouve qu'il est devenu tout juste correct, on va dire, un gardien correct de Ligue 1 une fois passé des moments très compliqués qui nous ont quand même coûté assez cher. J'ai trouvé qu'on n'avait pas quasiment refait un pas en arrière, comme disait Patrice, par rapport à Lecomte, où on avait déjà eu cette impression à l'époque, des gardiens qui démarrent mal, on va dire, leur mandat chez nous. Il a plutôt bien redressé la barre, même si je ne suis probablement pas trop fan du style, effectivement, souvent en difficulté au pied. Les pénaltys, tu sens que c'est même pas la peine, il suffit que l'attaquant la cadre. Bon, c'est des petits détails comme ça qui me fatiguent un peu. Je suis pas particulièrement en confiance, mais je suis plus en défiance totale sur ce gardien. C'est plus un point de. Je suis pas en panique, on va dire, à chaque ballon dans la surface comme j'ai pu l'être à un moment de la saison. Et je suis plutôt pour la continuité, du coup, ne serait-ce que pour arrêter pour trouver une certaine stabilité tout simplement à ce poste-là. Donc voilà, a priori avec un peu de confiance, le temps passant, il a l'air de mieux en mieux. Il a franchement quasiment plus fait d'erreurs manifestes, quasiment aucune. Je pense qu'ils nous ont compté des buts
la fin de saison. Donc, ma foi, voilà, pourquoi pas continuer avec ce gardien et voir si on peut l'amener encore un petit peu plus haut et s'il peut confirmer cette montée en régime. On était sur les recrues, donc on va y revenir. Bon, on va parler maintenant de la pire recrue. Jean-Lucas, plébiscité, 84% des votes. C'est également le choix de quasiment tout le monde. Il n'y a que Damien qui a mis Boadou, et ça peut complètement se comprendre également. Pierre, parce que tu as un peu moins parlé là sur Vanderson. Jean-Lucas, on ne l'avait pas forcément mis en début de saison, parce que c'est vrai que son mois d'août avait été correct. Moi, je me rappelle même de certains chroniqueurs phares, pourtant, de cette radio qui l'avaient quasiment élu MVP du mois d'août. Boris, c'est bien reconnu. Bon, derrière, ça a été la soupe à la glace. Ouais. Hein. Même s'il y a eu, évidemment, au milieu de tout ça, quelques bons moments. Mais on peut aussi relever que l'équipe a commencé à vraiment se mettre en route. Alors certes, quand on n'avait plus qu'un match par semaine, mais quand il était aussi plus sur le terrain. Ouais, c'est clair. Ouais. Bon, après, c'est pas de sa faute. Il a été sur le terrain parce que Fofana a pas été très bon. C'est vrai aussi. Sur la première partie de saison. Donc bon, ça l'a aidé à être titularisé plus souvent. Comme tu dis, il avait montré des belles choses en août. Après, on rappelle quand même qu'il n'a pas joué forcément qu'à la place de Fofana, hein, parce qu'il a beaucoup joué numéro 10. On l'a carrément vu même sur l'aile. Aussi, ouais. Ça a été un peu le couteau suisse, notre couteau suisse brésilien. Mais bon, ça n'a pas été une franche réussite. Le couteau suisse, je préférais le couteau suisse italien. Oui, mais moi aussi je préférais les couteaux suisses italiens. Non, mais on n'est pas nombreux. Déjà, on n'était pas nombreux à être conquis par l'arrivée de Jean-Lucas. Je me rappelle que quand il a signé, il n'y a pas grand monde qui était content. Et... Les Lyonnais. Voilà. Et encore, je crois que le coach, pour le coup de Boss, voulait le garder, quoi. Donc on se disait, c'était peut-être un bon signe. C'est peut-être ça qui leur a manqué à Lyon, Jean-Lucas. On peut leur revendre, on leur fait un prix d'amis. On peut essayer, vu tout le nombre de joueurs pourris qu'ils nous ont refilé. Après, on l'a bien dit. Hein, moi, je l'avais même dit dans mes points. Globalement, le recrutement a été raté dans les grandes largeurs, a été décevant. Il n'a pas eu l'impact qu'on pouvait attendre. Ouais. Et donc, ça a été décevant, mais l'idée n'était pas conne quand même de le faire venir. Parce que bon, c'est un gars que tu recrutais, tu lui promettais certainement pas une place de titulaire. Bon, tu arrives dans un club qui va jouer la Ligue Europa, tu lui dis que tu vas faire banquette, de temps en temps, on va te faire rentrer quand le titulaire est fatigué. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde non plus qui accepte ça. Et lui, il a accepté, c'était peut-être pas une mauvaise idée, mais il n'a pas su, comme pas mal de joueurs, en fait, la rotation n'a pas marché, quoi. Dans ce groupe, ce qui n'a pas fonctionné, c'est que le banc n'a pas été au niveau, et c'est c'était notre recrutement, quoi. Donc, ça nous a posé pas mal de problèmes. Mais c'est ça, le 11 avait très peu changé, mais comme on avait joué de la Coupe d'Europe et très tôt dans la saison, il fallait accompagner aussi, densifier un petit peu le groupe, et autant les titulaires ont eu probablement pour la plupart un peu de mal à débuter la saison. Les 4 là qui sont arrivés, on fait des débuts de saison, alors j'en parlais du mois d'août de Jean-Lucas qui était à peu près correct, mais tout le reste, les 3 premiers mois de ces 4 joueurs étaient catastrophiques, quoi, au point que ils étaient vraiment gênants sur le terrain à chaque fois qu'ils jouaient. Ils étaient vraiment pénalisants. Jacobs, on se demandait si c'était un joueur de foot. Boadou réussissait rien. Jean-Lucas s'est très vite devenu fantomatique. Nubel était à la rue. Donc le recrutement a vraiment pas apporté ce qu'il devait sur ce début de saison. On verra ce qu'il donne à terme dans le futur. On a déjà presque envie, je pense tous, de rayer Jean-Lucas de la liste. On a à peu près sauvé Nubel. Quid des 2 autres, on verra. Jacob a fait des meilleures choses quand même en fin de saison aussi. Bon, sans que ce soit formidable. Mais... Même Boadou a fini par mettre quelques buts. Ouais, aussi, ouais. Mais les idées semblaient bonnes, quoi. Tu vois ce que je veux dire, c'est même Jean-Lucas. Enfin, oui, personne n'était hypé, mais on n'attendait pas un titulaire. Tu te dis, pourquoi pas. On en a eu des milieux qui n'étaient pas terribles, mais qui faisaient le boulot. Ok, quoi. Allons-y, mais ça n'a pas fonctionné. Et, on n'avait pas assassiné le recrutement de mémoire. La plupart venaient en remplaçant un peu dans la rotation, mais ils ont été catastrophiques dans la rotation, quoi. Donc, exactement. Ouais. Oui, il n'y a que Nubel qui venait en titulaire. Après, Jacob, il est bon quand tu le replaces à son vrai poste, quoi. Quand tu le fais jouer lié et que tu arrêtes de penser que c'est un latéral,
À partir du moment où tu le fais jouer à son vrai poste, il commence à proposer autre chose. Et je pense que Jean-Lucas, c'est typiquement ça aussi. Hein. Parce que comme tu l'as dit, Romain, cette saison, on l'a fait jouer ailier la majorité du temps. Alors, à la base, c'est quand même un mec qui est censé être un milieu de terrain. En 10, à mon avis, en 10, ça peut être son poste, mais si tu joues avec 2 attaquants, pas tout seul derrière. Ouais, c'est plutôt un défensif quand même, ouais, c'est ça. Ah non, je suis pas d'accord. Franchement, le mec, il joue quand même très très haut. Il porte beaucoup le ballon. C'est un Brésilien, tu vas me dire. Je pense qu'il joue plus haut que. Je le vois pas remplacer un Chouamini, par exemple, à jouer vraiment en sentinelle en 6. Je le vois plus haut. Quoi. Et je pense vraiment qu'il a juste été très très mal utilisé. Il n'a pas l'abattage en plus. Après, même dans l'entrejeu, je me rappelle de perdre 2 balles. Pas si vilain que ça. Moi, personnellement, c'est pas un mec que je vends, que j'essaye de me débarrasser pour la saison. Je pense que la saison prochaine, on peut voir des choses intéressantes de lui. Quoi. De toute façon, je pense pas que le projet soit de le vendre. Hein. Tu l'as fait non, dans tu peux pas le vendre. Il y a une place. Il a une saison chez toi, il ne s'est pas montré non plus à son avantage. Donc clairement, c'est pas le but là, je pense pas. Au mieux, tu le prêtes. Quoi. Juste, il était utilisé plus à son vrai poste. Je pense qu'on peut voir autre chose que ce qu'il a pu faire en saison. Mais c'est vrai que là, parmi tous les refus qu'on a eu sur l'été, tu as le choix à la fin de la saison, il est dur quand même. Les Lyonnais étaient contents de s'en débarrasser, les Brestois n'en ont pas gardé un grand souvenir, et nous, on l'a quasiment tous plébiscité comme pire joueur. Moi j'ai envie de m'en débarrasser et très très vite. Hein. Ça va être compliqué, quoi. Ce qu'on va dire, c'est surtout je dis pas que c'est pas compliqué, je dis que j'ai envie de m'en débarrasser. Après, ça va, vous faites le prêter au cercle. Oh, il a pas le profil à être prêté au cercle. Non, certainement pas. Il voudra pas. De toute façon, ça c'est des trucs. Ouais. Il voudra pas. Il fera ce qu'on lui dit de faire et puis voilà. Maintenant, messieurs, on va parler de la meilleure progression. Et alors là, la meilleure progression, c'était Diop qui avait été élu 30%. Donc c'était un peu plus éparse les votes. Diop, c'était également ton cas. Pour toi, Patrice, c'était également mon choix. Boris était parti sur Fofana et Damien Badiachil, Quentin Fofana. Donc voilà, on était entre ces 3 joueurs-là. Et au final, peut-être que Badiachil aurait pu être élu. C'est Chouameni qui a été voté à 40% par les auditeurs. Patrice était également allé sur Chouameni. De mon côté, c'est Axel Dizazi, Pierre Benoît Badiachil et Boris Benoît Badiachil. À noter quand même la très bonne vanne d'Adrien qui a donc voté pour Cesc Fabregas en bonne progression de l'année. Très clairement, que ça soit Diop ou Fofana, parce qu'on va pouvoir parler un petit peu de Fofana également, ils avaient des bonnes têtes de meilleure progression et au final, ils sont pas loin de terminer dans des déceptions, mais un peu en fait à effet miroir, parce que Diop a plutôt été bon sur la première partie de saison quand Fofana était pas bon et peu utilisé, et inversement Fofana et son retour au haut niveau a fait beaucoup de bien, et par contre Diop lui est complètement sorti du 11. Golovin est revenu, Van der Son est du coup sorti de nulle part, donc très clairement Diop, grosse déception Boris au final, et en tout cas loin d'être meilleure progression. Ouais, on va le retrouver dans une catégorie un petit peu plus tard. On peut faire le parallèle du coup avec ces 2 catégories, quoi. Ouais, non, mais c'est clair qu'on pouvait. Moi, j'avais effectivement voté Fofana parce que j'étais un peu déçu déjà de sa saison d'avant et j'attendais qu'il reprenne un peu le fil de ses 6 premiers mois à l'AS Monaco et qu'il s'impose vraiment cette saison. Diop, lui, on était plus sur une courbe de progression constante où on pouvait attendre qu'après. La saison d'avant qui n'était pas forcément complète non plus, hein. Il était plutôt joker au début et puis il avait fini par s'imposer. On pouvait s'attendre qu'il fasse une saison pleine et au final ça n'a pas été le cas. Pour moi, je ne vais pas dire qu'elle est en régression la saison, mais pas loin, parce que la fin est dramatique. Et quand tu vois qu'on fait la série de 10 victoires, de 9 victoires et demie, 9 victoires 3/4 quasiment sans lui, sans son apport, c'est le plus terrible, je trouve, hein, comme témoignage de son rôle. Clément semble pas du tout croire en lui, donc voilà, que nous réserve l'avenir pour ce joueur, je sais pas, mais du coup cette saison reste une vraie déception, et voilà, pour Fofana, tu l'as dit, il a plutôt redressé le tir, mais je reste un petit peu déçu parce que c'est quand même des joueurs de cet âge-là qui font des demi-saisons encore, qui franchissent pas le palier. L'an prochain, on va être vraiment dénudé dans ce secteur de jeu, malheureusement, et là il va falloir une sacrée progression, parce qu'on va pas recruter un joueur du niveau de Chouameni, ça c'est clair.
Donc il va falloir que la compensation vienne aussi de joueurs de l'intérieur, et c'est lui en premier qui doit amener ça, et il l'a pas assez fait cette saison, et même sur la deuxième partie de saison finalement c'est un bon accompagnateur de Tchouaméni, on va dire, mais largement en dessous quand même de son coéquipier. C'est pas du tout le même niveau, c'est clair. Tchouaméni, qui a été élu, et également ton choix, Patrice, on en parlera plus tard, parce qu'évidemment Tchouaméni, on en reparlera dans une catégorie un petit peu plus huppée que seulement meilleure progression. Et du coup, ça va nous permettre de parler des défenseurs centraux, parce que globalement, c'est eux du coup qui ont été votés. Voilà, je l'ai dit, il y en a 4 pour Badiachile et on est 3 sur Dizazi. Moi, rapidement, j'ai mis Dizazi parce que l'année dernière, je crois que je l'avais mis comme meilleure recrue, je l'avais mis comme bonne surprise. Enfin, en tout cas, je comptais vraiment énormément sur lui et il m'avait du coup déçu dans les grandes largeurs. Et là, je trouve que cette saison, ça a été beaucoup mieux. Un peu à l'instar de l'équipe, la première partie de saison a été moyenne. Et en fait, il y a honnêtement peu de joueurs qui ont été bons toute l'année et encore moins qui ont été bons en première partie de saison et pas bons en deuxième. Diop est un peu en fait l'exception. Mais je trouve que Dizazi est devenu vraiment un élément pour moi important. Il a fait plutôt une bonne saison. J'étais pas loin également de mettre Badiachile. Toi, Pierre, je crois que tu as mis Badia, non ? Ouais, exactement, j'ai mis Badia, ouais. J'ai trouvé que c'était une progression vraiment intéressante parce que c'était un mec que je trouvais bon mais qui me rassurait jamais avant. Je trouve que depuis cette deuxième partie de saison, il est devenu rassurant, il est devenu plus calme en défense, il a plus ces sautes de concentration qu'on retrouvait. Pour moi, c'était vraiment la meilleure progression. Je crois que je l'avais aussi nommé en meilleur espoir. Et ouais, c'est celui qui sort du lot, je trouve. Après, je te rejoins sur le fait que Dizazi aussi a été bon, mais pour moi, Badia est plus le patron de cette charnière. Je suis d'ailleurs content que tous les deux, ils aient un peu réussi à finalement évincer Maripane, qui avait fait le boulot l'an dernier, mais par faute de bons défenseurs, je trouve un petit peu, c'était le titulaire par défaut, quoi. Et là, c'est ça, quoi. Notre vraie charnière, ça devrait être Badiachile, Dizazi, et ils ont réussi à se mettre enfin au niveau. Bon, après, j'espère que ça durera, parce que on est quand même sur un joueur, Badiachile, qui peut être irrégulier, et Dizazi, j'ai l'impression aussi, quoi. Justement, Badiachile, il a eu d'autres awards. Il a eu celui du meilleur joueur de l'académie. Il n'avait pas trop de concurrence, 88% des votes, et tout le monde chez Radio Diagonale a voté pour lui. Également, il est meilleur joueur de moins de 21 ans, 55% des votes. Quasi un plébiscite chez nous, Patrice Tammy Vanderson. On en a déjà parlé de Vanderson, évidemment. J'avais oublié qu'il était aussi jeune en plus, Vanderson. Ouais, c'est vrai qu'il est jeune. Quand j'ai vu son âge, il a à peine 20 ans, quoi. C'est impressionnant. Ouais, c'est vrai. Et puis pour meilleur défenseur, pareil, élu par le public, 57% des votes. Également le choix de Quentin, Boris, Adrien et Pierre. Patrice est parti sur Maripane, donc on va pouvoir parler un petit peu de Maripane, du coup ça sera certainement la seule occasion d'en parler. Et de mon côté, je suis parti comme Damien sur Caio Henrique, donc pareil, on en parlera, mais du coup je te laisse la parole, Patrice. Maripane, du coup, que tu mets au-dessus du coup des deux jeunes, enfin en tout cas jeunes et un peu moins jeunes, mais sur cette saison. Ça reste jeune les deux, surtout pour le poste de défenseur central. Oui, mais Badiachile est particulièrement jeune, quoi. Pour moi, Maripane fait une meilleure saison que les autres, parce que du coup, il n'a pas de saut de concentration, il n'a pas d'erreur au cours des matchs, c'est beaucoup plus rare, surtout sur cette saison-ci. Je trouve qu'il enchaîne parfaitement avec la saison d'avant, où du coup, il avait déjà relevé le niveau, parce que les premières saisons, c'était assez compliqué. Je trouve que quand on l'utilise maintenant sur un système où on joue beaucoup plus bas, il est beaucoup plus performant, forcément. Son gros point faible, ça reste les courses après qui partent dans son dos. Donc quand on joue avec les blocs hauts, c'est très compliqué. Quand on joue contre des équipes qui mettent le bus et que nous on est obligé d'aller faire le jeu et d'aller très haut, on se prend les contre-attaques et c'est là qui est son point faible. Mais c'est pas comme ça qu'on a joué sur toute la première partie de saison où lui est disponible, parce qu'après il sort tout simplement parce qu'il est blessé aussi. C'est pour ça qu'il n'est plus là et que du coup il s'installe après le Dizazi Badiachile jusqu'à la fin de saison, parce que la charnière marche, il n'y a pas trop de raison de la changer. Mais quand on regarde les statistiques, quand on regarde les résultats qu'on a fait avec lui ou quand il n'est pas là, quand je regarde ses notations aussi sur les matchs qu'il a pu avoir, il y a très très peu de matchs où il a été mauvais cette saison, quoi.
Ce qui n'est pas du tout le cas de Disasi, qui pour moi ne fait pas une saison aussi extraordinaire que ça. Certes, il a fait voir de très très bons matchs, mais il a fait aussi voir encore des grosses cagades. Il y a encore un manque de concentration chez lui. Et quant à Badiachil, il y a encore de la progression chez lui, et tant mieux, parce qu'on voit qu'il y a encore de la marche chez lui. Voilà, c'est pas toujours le cas. Je trouve que ça manque encore un peu des fois d'impact qu'il peut avoir sur les matchs. Voilà. Pour moi, il y a une petite préférence pour Maripane, mais je comprends tout à fait aussi que Badiachil soit élu meilleur défenseur. Ça ne joue pas non plus à grand chose. Oui, de toute façon, c'est assez léger, mais ouais, après, c'est une question de ressenti. Moi, c'est clair, Maripane, je veux juste plus le voir au club, je veux qu'on le vende. Pour moi, il n'a pas le niveau, il a été catastrophique toute la saison avec le Chili. Je pense que si on demande, bah non, justement, parce qu'il a été tellement catastrophique avec le Chili, il est vraiment persona non grata maintenant au Chili, parce qu'il est vraiment considéré comme étant celui qui les a tout simplement éliminés de la route à la Coupe du Monde en faisant des matchs absolument catastrophiques sur la fin des éliminatoires. Après, ouais, j'aurais peut-être pu voter Badiachil, mais moi je trouve que Disasi a été bon. En plus, il a été pas mal capitaine, il est vice-capitaine. Il y a eu quelques erreurs en début de saison, mais rien à voir. Ouais, mais rien à voir avec ce qu'on a vu l'année dernière. Là, par contre, c'est vrai qu'il y avait la fameuse passe. C'était catastrophique quand même. La fameuse passe décisive, mais moi j'ai aussi souvenir de matchs à la fin où Maripane, où on était très en colère sur lui parce qu'il se faisait prendre sur le peu de fois qu'on l'a vu, encore une fois sur la fin, mais où il nous a coûté quelques buts, pas forcément des matchs, parce qu'on arrivait quand même à s'en sortir, mais voilà, ils ont marqué quelques buts en plus les deux autres. Moi j'ai souvenir qu'on les a souvent mis dans les tops. Je suis même pas sûr qu'on ait mis Maripane une seule fois top d'un match cette saison. Il est très régulier. C'est vrai qu'il a été régulier, mais il est toujours médiocre. Il est jamais bon, il est toujours médiocre. Et moi, je préfère avoir un joueur un peu plus up and down, mais qui est jeune. Donc, tu peux toujours te dire qu'il y aura du mieux, plutôt qu'un Maripane un peu en difficulté. Boris, avec Damien, ça n'a pas été ton choix, mais avec Damien, on est parti sur Caio. Je ne sais pas si vous êtes parti naturellement en fait sur des défenseurs centraux quand on parlait de défense, parce que moi je trouve quand même que c'est vrai qu'au final je dis Disasi, mais parce que je l'ai mis en progression. Je trouve quand même que le meilleur défenseur cette année, en tout cas au poste de défense, c'est Caio en fait. Il finit meilleur passeur, il est. Ouais, il a été bon aussi, ouais, c'est vrai. Ouais. Ouais, c'est toujours un peu le débat qu'on a chaque saison. C'est est-ce qu'on valorise juste sur la ligne de 4 des défenseurs, ou est-ce qu'on valorise vraiment le joueur dans le secteur défensif. Moi, j'avais voté Caio, je pense, à peu près sur la saison d'après. J'ai un peu hésité, ça aurait été mon deuxième choix cette année, mais je préférais mettre j'étais un tout petit peu, j'étais plus déçu qu'autre chose, honnêtement, de la saison de Caio, que j'ai pas trouvé en énorme progression. Ça me permet de faire un petit crochet sur la progression, je trouve. Choix un petit peu par défaut, de manière générale, parce que je trouve qu'il y a très peu de joueurs qui ont progressé cette saison. Ça rejoint des choses qu'on a dit avant sur le collectif, mais ça vient aussi, il n'y a quasiment aucune vraie progression individuelle. Il n'y a pas de joueurs pour moi qui ont franchi un cap, qui ont franchi un palier cette année. C'était plutôt soit sur la même ligne, soit une légère régression. Voilà, Caio, j'ai pas trouvé qu'il ait forcément franchi un cap. C'est peut-être qu'on s'habitue aussi à ce joueur. C'est un titulaire indiscutable et un joueur important de l'équipe, mais voilà, il m'a pas plus impressionné. J'ai voulu valoriser là pour le coup un Badiachil qui, je trouve, sans que ça soit une progression qui saute aux yeux, gomme en fait petit à petit les erreurs et devient vraiment un joueur de plus en plus fiable et de moins en moins, et ça a très longtemps été ses grands défauts, mais de faire des erreurs vraiment manifestes et qui nous coûtaient cher. Franchement, il y en a quasiment plus. Pour moi, c'est largement le meilleur de nos centraux. C'est celui à inscrire en premier sur la feuille. Même si je ne suis pas forcément d'accord avec l'appellation de patron, pour moi c'est le plus fiable, c'est celui qui doit y être, mais c'est peut-être à chaque fois le bêta des deux. Parce que Disasi, mine de rien, quand il est dans ses bons matchs, est peut-être même plus impressionnant. Il est peut-être plus vif, il saute plus aux yeux. Dans le même registre, ouais. Voilà, il a plus ce registre un peu énergique, vice-capitaine, un peu plus d'expérience, mais je suis moins fan parce que, tu l'as dit, il est un peu up and down, et pour le coup, sur le poste de défenseur central, moi je valorise plus la stabilité d'un joueur qui va peut-être être moins sauter aux yeux, moins faire de grosses interventions impressionnantes, mais qui dans la saison va avoir très peu d'erreurs, même un défenseur dont on ne se souvient pas, moi ça me va bien à la limite. Donc voilà, c'est plutôt
plutôt Badiachil que j'ai envie de valoriser. Je l'ai valorisé et sur la progression et sur le poste de défenseur. Maintenant, je reste effectivement convaincu que Caio est le meilleur joueur dans cette ligne-là, de manière générale, en attendant de voir ce que donnera Vanderson quand il reculera. Oui, pour moi, c'est Caio le meilleur footballeur, on va dire, sur cette ligne et d'assez loin. Caio, ça permet de parler d'une autre catégorie. Bon, là, il n'y a pas de vote parce que c'est des faits. Meilleur passeur, 12 passes décisives. Personne n'avait pensé à lui. On était quasiment tous sur Golovin. Évidemment, Damien, il pouvait pas, donc il avait mis Diop. Et on était tous aux alentours des 10. J'étais même monté à 13. Bon, c'est Caio qui finit avec 12. Il faudrait voir Golovin, combien il termine. Il doit être il en a quand même un petit paquet sur le nombre de matchs qu'il a joué. Je pense qu'il est pas loin de la dizaine. Et Diop doit en avoir aussi un petit nombre. 8, voilà. Donc, mais moi, entre-temps qui est à 10. Sur une demi-saison, encore une fois, et on y reviendra quand on parlera de Golovin, mais c'est vrai que c'est un des gros problèmes, évidemment, une demi-saison de 39 matchs, quand même. De ce joueur. Oui, mais beaucoup blessé, souvent stoppé, on va dire, en tout cas, dans sa progression. Donc, il n'y a que la fin où il a pu réellement enchaîner, et c'est là où il est un petit peu mieux. Et d'ailleurs, ça correspond aussi au moment où on a pu vu Diop. Hein. Donc, c'était vraiment soit l'un, soit l'autre. En tout cas, sous Clément, on a clairement noté que c'était vraiment soit l'un, soit l'autre. Et c'était souvent le Russe qui était titularisé. Meilleur milieu de terrain, Aurélien Tchouaméni, bien évidemment, plébiscite, 98%, il n'y avait pas de match. Mais on va parler de Golovin, justement, parce que l'énigme Golovin, Pierre, joueur à la fois frustrant et à la fois décisif, mais malgré tout, voilà, cette sensation qu'il n'est pas souvent là. Et ouais, c'est un joueur un même peu fragile. Même si 39 matchs. Ouais, 39 matchs, mais combien de minutes par match, tu vois, est-ce que c'est... Enfin, alors, je sais pas, je suis pas allé dans la teneur de ces statistiques-là, mais le ressenti, on a un peu tous le même de le voir pas assez souvent. Il y a aussi quand même, il a des périodes où il passe à côté, hein, c'est-à-dire que sur les 39, c'est pas 39 matchs qualitatifs. Hein, Ah non. Il y a des bonnes choses et il y a des matchs où il y est pas. Globalement, de toute façon, on est sur un type de joueur où, voilà, dès qu'il y a beaucoup de combats physiques, il faut un petit peu l'oublier, mais ça, c'est les caractéristiques aussi de ce joueur qui font ça. Après, ces périodes de forme, elles correspondent toujours aux bonnes périodes du club. C'était le cas la saison dernière, c'est encore le cas cette saison. C'est un leader technique. On a du mal à l'aimer parce qu'on a eu de sacrés joueurs techniques à son poste dans la décennie. Et du coup, c'est difficile de passer, je sais pas, par exemple d'un Bernardo à lui pour passer des extrêmes. Mais bon, c'est quand même un bon joueur. On espérait tous trouver mieux, mais pour l'instant, c'est quand même, je pense, le milieu le plus créatif et qui est capable de débloquer le plus de situations qu'on a. Ouais, bon, après, je pense que sur les autres milieux et même défenseurs, il n'y a pas grand-chose à dire parce qu'on les a pas vus assez. Même les Jacobs, les Matazzo, j'en oublie peut-être dans le paquet, mais c'est des joueurs qu'on a vus par... Aguilar, oui, c'est vrai. Par contre, Aguilar, oui, on pourrait en parler. Pour le coup, Boris, c'est une drôle de saison qui vit, lui. Hein. C'est différent, mais oui, Aguilar, que penser de cette saison ? Souvent, on a repris la formule de Sidibé avec Aguilar. Hein. Aguilar a fait du Aguilar, à savoir être sobre, se concentrer avant tout, je trouve, moi, sur les tâches défensives. Et c'est ce qui lui avait un petit peu plombé son début de saison. Il est peut-être retourné un peu plus... aux bases, mais au final, il a fait sans être extraordinaire, parce qu'on l'a vu meilleur chez nous, mais on l'a vu meilleur pendant des courtes périodes. Là, on l'a vu un peu moins bon, mais constant, en tout cas, sur toute cette deuxième partie de saison. Sur la fin, surtout, quoi. Ouais, toute la deuxième partie de saison, ou presque, quoi, où il a été titulaire, Boris. Ouais, il a pu enfin s'installer aussi un petit peu, et malheureusement, je crois que le Aguilar... latéral offensif qu'on pensait avoir recruté à Montpellier, vraiment un peu, je dirais, le Jonathan Klaus actuel de Lens, finalement, on l'aura jamais vu, et je pense qu'on l'aura jamais chez nous. Il faut se faire une raison. Est-ce que c'est une histoire de contexte ou peut-être qu'on
compris ce qu'était ce joueur à Montpellier. Voilà, il est devenu un latéral assez fiable. De toute façon, c'est rare d'avoir deux latéraux offensifs dans une équipe. Et comme on a Caillot finalement qui fait un petit peu déjà ce travail-là, voilà, ça compense avec un latéral droit un peu plus sobre et qui du coup fait un petit peu le pendant ce qu'a pu faire Djibril Sidibé la saison d'avant. Ça permet d'en passer une pour Djibril, le soldat disparu peut-être du fait de... Probablement que la situation contractuelle n'a pas aidé, mais voilà, en voilà un qui, pour le coup, a fait une très bonne saison avant et sur laquelle on n'a pas pu capitaliser. Donc voilà, il va nous quitter après, mine de rien, combien 5 années de plus ou moins, 6 années, dont 5 saisons de plus ou moins bons et loyaux services. Pourtant, il avait bien commencé la saison contre le Shakhtar. Ce match aller, match retour, c'est lui le patron. Le match retour, il est extraordinaire. Même le match aller, déjà, il est très bon. Mais c'est vrai qu'en plus, le match retour, on s'en rappelle parce qu'il est extraordinaire. Il se bat, ça part en prolongation, il se blesse. Aguilar rentre et Aguilar marque le CSC. C'est terrible. Mais Aguilar, même s'il a mis du temps à s'en remettre, il a fini par revenir. Donc c'est vrai qu'au final, la saison, elle est plutôt positive pour Aguilar parce qu'elle est mieux tout simplement également que celle de la saison dernière. Je l'ai dit, les autres milieux de terrain, par contre, j'ai pas l'impression qu'il y ait d'oubli. On en a parlé. Est-ce que Crépin peut être considéré comme un milieu ? Je ne sais pas trop. En tout cas, ailier. Mais on l'a tellement peu vu, le pauvre, que quand on commençait à avoir quelque chose d'intéressant, il a été stoppé en plein élan. Donc on va pouvoir maintenant partir sur Je pense qu'on attendait juste quand même, probablement, il y avait pas mal de monde qui attendait un peu plus de Matarazzo, qui puisse un peu plus s'insérer dans la rotation, et notamment au vu des saisons de Fofana et de Jean Lucas. Il a une hype, mais bon. Est-ce que c'est lui aussi peut-être qui a pas tout simplement... Je pense qu'il a été plutôt correct quand il a joué. Est-ce que c'est parce que c'est le plus jeune, il passe en dernier? Est-ce qu'il répond peut-être pas aux attentes des coachs? Mais on avait tous pas mal d'espoir, je pense, après quelques bonnes apparitions de la saison d'avant. Plutôt stagnant, j'ai trouvé, pour ce joueur, malheureusement. Puis il y a un match en début de saison où Kovac le fait rentrer, où tu te dis qu'il va peut-être avoir un rôle important parce que Fofana commence à faire n'importe quoi, mais il a pas su prendre cette place. Il a clairement été 4e dans la rotation de ces 4 joueurs au milieu, autant que Chouameni, c'est clairement logique. Après, c'est la hiérarchie qui a été établie en début de saison, et finalement, c'est là où il a été. Et quand tu regardes le temps de jeu qu'il a eu, il a eu 2 fois plus de temps de jeu que la saison dernière, donc il y a vraiment une progression de ce côté-ci, donc il s'installe petit à petit dans l'équipe. Faut pas oublier qu'il est quand même très jeune. Pas mal de prendre son temps. Et puis là, il est plus sur des rentrées en jeu, il est sur des titularisations maintenant. Donc voilà, je pense que peut-être des matchs un peu moins marquants qu'on se souvient de son match contre Saint-Etienne, ou je sais plus que c'était à Reims, ou je ne sais pas. Un match où il marque, où il est très bon. Faut pas oublier qu'on jouait plus haut. Il jouait beaucoup plus haut. Il jouait un cran plus haut. C'est qu'on jouait avec une tactique un peu bizarre qui était même milieu gauche. Il était beaucoup plus offensif sur ces matchs-là. Alors que cette saison, il a vraiment joué dans le duo de milieu de terrain. On enchaîne, messieurs, rapidement, parce que c'est des joueurs dont on a parlé. La déception, c'est Myron Boadou, 44% des votes. C'est le choix de moi-même, mais il y a eu d'autres votes. Pierre également, t'es parti sur lui, Patrice également. Mais il y a du Diop pour Damien, pour Boris et pour Adrien, et Florestan, Fofana. C'est des joueurs dont on a parlé, c'est vrai, tout à l'heure, sur le fait qu'il n'y avait pas eu trop de progression, en tout cas pour Diop et Fofana, qu'ils avaient eu des saisons un petit peu miroirs. C'est pour ça que malgré tout, j'ai pas pu voter pour eux, parce qu'il y a quand même des bonnes périodes au milieu de tout ça. Boadou, même si on n'en attendait pas monts et merveilles, c'est quand même très très décevant, surtout que Voland n'a pas été bon quand même une bonne partie de l'année. Il aurait pu être dans les déceptions, et vu qu'il a bien fini, ça va. Donc Boadou, on attend de voir, mais ça reste quand même une petite déception. La catégorie surprise de la saison, c'est Vanderson, forcément. 80%, on ne l'attendait pas. Plébiscité, tout le monde a voté Vanderson, mais c'est un peu plus drôle de voir ce qui avait été prévu en début d'année. Là, il y a quelques dingueries quand même dans cette catégorie, puisque c'est Wilson Isidore qui avait été élu. 26%. C'était également le choix de Patrice et le choix de Quentin. Damien était sur Majeki. On n'a pas vraiment pu le voir, donc on ne saura pas trop. Arthur était sur Maripane. Adrien était sur Boadou. J'étais moi-même sur Gelson Martins. Et donc Boris, tu étais sur Pavlovic.
que de bonnes surprises. Régalade. Ouais, mais c'est en même temps, est-ce qu'il y avait une bonne réponse là-dedans? Parce que, Ah non, est-ce qu'il y avait non. une bonne réponse à cette question? Parce qu'en fait, il y a eu Vanderson beaucoup de bonnes n'existait surprises. pas. Ouais. Vanderson n'existait pas, c'est vrai. Donc, Il y a bah, que Florestan aurait pu nous dire que c'était sûr. Après, pour défendre mon point de vue, je suis désolé, mais Isidore, ça reste une bonne surprise du côté de la Russie. Hein. oui, C'est voilà. vrai. Moi, du côté de l'AS Monaco, mais du coup, les Russes, eux, par contre, sont surpris. Ouais. Non, mais après, je pense qu'en bonne surprise, je pense qu'on serait revenu sur un de nos défenseurs, en fait, sur Aguilar, Badiachil, Dizazi, qui avait été tellement en difficulté l'an dernier, qui avait fait tellement d'énormes conneries. Cette année, ça a Aguilar. quand même été un peu mieux. Ouais, mais et Aguilar, ouais, tout à fait, ça a été un peu mieux. Après, bon, c'est pas. Mais bon, on est d'accord. Vanderson ça a bien arrangé tout le monde quand même qu'il arrive en cours de Ouais. saison. On Pour avait la un peu tenté catégorie. des paris sur Pavlovic et Maïeki parce que les joueurs qui jouent à l'époque donnaient pas satisfaction et on pouvait se dire que il y avait un scénario où, mais franchement, c'était des paris un peu à l'aveugle. Moi, Et j'étais ils un ont des battu seuls. Boston. J'étais un des seuls à avoir tenté un titulaire hein, parce que j'avais mis Ouais. Gelson. Je m'étais dit, Bien joué aussi. c'est Bah, tout qui son commence moment. bien en plus, Gelson, il met le premier but de la saison, il y avait quelque chose. Ouais. Là, il en met même deux. Oula, carrément. Deux buts très rapidement. Hein. Je suis curieux Il fait un plus sur très très bon peut-être début, sans sa mais vraiment blessure. un micro début. Quoi. Peut-être Diatta sans sa blessure, mais ça on le saura. Oui. On le saura C'est malheureusement vrai. jamais, parce que lui pour le coup on l'attendait pas trop. Mais Isidore, il avait pas mal surfé aussi sur une entrée à peu près correcte contre le Shakhtar, où il avait été intéressant et où du coup. C'est vrai que c'était pas mal. Ouais. Bon, ce sera tout ce qu'il aura fait de bien chez nous, mais Après, comme bon, Pavlovic, son match à Lorient qui était plutôt bon, et après on a vu son vrai niveau dans les entrées et les titularisations suivantes. Mais ouais. Isidore, Et il n'a là- pas eu trop sa chance. Est-ce qu'il aurait fait mieux ou moins bien que Boadou? On ne le saura jamais trop du coup. Mais Ouais. Russie, c'est quand même un niveau un peu plus faible. Hein, mais... Ouais, et puis quand La t'as investi 20 catégorie, millions mais- sur un joueur, Messieurs, on va essayer de continuer pour pas durer trop longtemps. Il reste quand même pas mal de choses à dire. La catégorie qui ne servait à rien, on l'a laissé, mais bon, le meilleur retour de prêt. Bon, bah Wilson Isidore. Beaucoup de monde se sont demandé quand même pourquoi cette question était dans le formulaire, et c'est pas complètement faux. Mais bon, vu qu'on l'avait mis en début d'année, bon bah on s'est dit qu'on allait la laisser. Donc évidemment, il n'y a rien à dire puisque tous les retours de prêt ont été infructueux. Ne serait-ce que On pour va- avoir réussi à le vendre. oui, c'est ça, il te rapporte C'est du ça la fric. bonne Voilà. surprise. C'est pas faux. Donc on va maintenant pouvoir passer aux deux grosses catégories. Il y en a une forcément qui rejoint un peu. On va commencer par celle-là. C'est la catégorie du meilleur attaquant. 98% bien entendu pour Ben Yedder. Plébiscité, il avait été également... Non, parce qu'on n'avait pas fait par poste en début de saison. Donc évidemment Ben Yedder. Mais, et c'est là où il y a un premier, peut-être le plus gros débat. Meilleur joueur, 51,8% des votes vont pour Ben Yedder. Également le choix de Damien, de Quentin, de Pierre, et donc les autres, donc Florestan, moi-même, Patrice, etc. On est sur Aurélien Tchouaméni. Alors je pense que de toute façon, la lutte est clairement entre les deux. Moi je suis parti sur Tchouaméni parce que je trouve que plus impressionnant, plus fort. Après, le poste est en différence avec Ben Yedder. Il a pour lui ses 32 buts qui forcément pèsent énormément dans la balance. Après, c'est pas complètement infamant de voter Tchouaméni. Ben Yedder, le petit lapsus. En début de saison, pareil, hein, tout le monde était parti sur soit l'un, soit l'autre. Pour le coup, s'il y a bien deux joueurs qui ont pas déçu, c'est bien ces deux-là, Boris. Ouais, bah, c'est clair, tu l'as dit en plus, avec le petit. Malheureusement, le petit clin d'œil que c'est les deux qui ont raté contre Nantes. Oui. L'écart entre eux deux et le troisième meilleur joueur, dont je ne saurais même pas dire qui c'est, est assez abyssal. Et pour moi, l'écart est quand même assez notable aussi entre les deux, ne serait-ce que sur la qualité pure. Enfin, c'est tout con, il y en a un qui signe au Real Madrid et l'autre, je pense pas qu'il va avoir le même destin. Pas le même âge non plus. Comprendre qu'on mais- vote. Oui. Oui, bah, il n'a pas le même âge, parce que c'est un bon joueur aussi. Il arrive à son prime un peu plus tard, et son prime, il est à Monaco et il n'est pas au Real Madrid, quoi. C'est pour ça que pour moi, c'est un moins bon joueur. Évidemment, les chiffres de par le poste sont beaucoup plus impressionnants. Et honnêtement, Ben Yedder, il fait encore une saison. Il continue de progresser. Il a mis un nombre de buts. Il a challengé Mbappé pour le poste de meilleur buteur, comme la saison d'avant, jusqu'au bout. Donc il est franchement pour nous exceptionnel.
Tchouaméni, ça reste une classe encore au-dessus et je trouve que ça se voit vraiment plus sur l'équipe, sur le jeu, sur notre capacité à dominer dès qu'il est plus fort. C'est vraiment c'était, il faut maintenant parler au passé, le métronome de cette équipe. Voilà, c'est un joueur de classe internationale comme on n'en avait pas eu depuis l'équipe du titre, depuis peut-être le départ de Falcao. C'est un vrai regret que ce joueur nous quitte sans trophée du coup. Ça fait partie des quelques grands joueurs qui partiront de chez nous malheureusement les mains vides, mais honnêtement lui aurait pu le mériter plus qu'aucun autre. Donc voilà, pour moi clairement c'était lui le meilleur joueur. Et enfin, en parlant de grands joueurs, il fait le doublé. Pire recrue, pire joueur. Jean Lucas. 67% des auditeurs ont voté Jean Lucas. C'est également le choix de Damien, Arthur, Boris et Pierre. Florestan, Boadou, Adrien, Jacobs et Patrick Boadou. Moi, je suis parti sur Fabregas parce que merde, au bout d'un moment, 600 000 euros, je le rappelle, c'est le deuxième plus gros salaire. Alors, évidemment, dans l'absolu, dans pire joueur, il y a quand même une notion de faut avoir joué. Joueur. Voilà, on est complètement d'accord sur ça, mais vu que j'avais déjà mis Jean Lucas en pire recrue, je voulais quand même en glisser une petite pour Fabregas qui va enfin nous quitter après bon et loyaux services. On rappelle, voilà, ce match contre le PSG, voilà, 600 000 euros par mois pendant 4 ans pour un match face au PSG. C'est la plus grosse carotte de l'histoire de l'AS Monaco et une des plus grosses carottes de l'histoire de la Ligue 1, je pense. Ce joueur, donc Jean Lucas, on en a parlé, Boadou, voilà. Quentin a voté Gelson. Bon, Gelson, je sais qu'on n'en a pas trop parlé, on en a beaucoup parlé cette année parce que titulaire quasiment à tous les matchs, ou en tout cas souvent là. Pierre, Gelson, décevant, mais pire joueur, je trouve que c'est quand même un petit peu dur parce qu'il y a toujours ce petit éclair. Je dirais. Bah oui, c'est sévère parce qu'il met ses buts. Il y a une période où il est pas si mauvais que ça. Bon, après, c'est du Gelson, quoi. C'est un joueur à part. Je le mettrai pas dans les flops parce que, je le mettrai pas dans le pire joueur parce que il y a pire que lui, quoi. Bon, après, on savait à quoi s'attendre et on est quand même déçus. C'est un peu ça, quoi. Et en pire joueur en début de saison, quand même, les pronos étaient à 21% sur Nubel, donc c'est-à-dire que c'était quand même très bien réparti. Boris était parti sur Fabregas. T'aurais pu rester sur Fabregas, Boris, du coup. Après, peut-être que tu t'imaginais le voir jouer. Je pensais qu'il jouerait pas, mais parce que il serait pas assez bon pour jouer. Je pensais pas que ce serait parce qu'il n'aurait pas la condition physique ou la blessure. Je pensais que il serait dans le groupe, mais qu'il aurait tellement pas les cannes et tout qu'on aurait du mal à l'utiliser, sauf sur des bouts de match, et que du coup il nous apporterait rien. Mais ça a été encore pire que ça, malheureusement. Donc il a joué cette année. J'ai privilégié des gens qui ont joué beaucoup. Si, il a joué un petit peu en début d'année. Ok. Quentin était parti sur Jacobs, bon, qui clairement fait pas une bonne saison, mais qui a plutôt fini avec quelques promesses pour la suite. Après, il était clairement le remplaçant d'un titulaire indiscutable, donc on avait quand même moins besoin de lui. Patrice était parti sur Dizazi, qui c'est vrai avait fait une saison dramatique, plutôt en progression. Et tous les autres, on était sur Diatta. Diatta, pareil, on ne peut pas le considérer en pire joueur, on ne l'a pas assez vu. Il commençait, on l'a dit tout à l'heure, à montrer des bribes de choses intéressantes. Et puis, il a été coupé en plein élan. Donc, on verra comment ça va repartir l'année prochaine. C'est quand même une blessure grave. Donc, c'est même pas sûr qu'il puisse revenir vraiment il a quand même avant tout des qualités visiblement de vitesse, d'appui, de changement de rythme, de changement de direction. Après une blessure pareille, c'est pas terrible, quoi. C'est pas la blessure qu'il faut pour ce genre de gabarit, même si pas ce genre de gabarit, mais ce genre de profil. Après, c'est un petit gabarit, donc en tout cas pas très lourd. Donc on peut espérer que ça tienne, mais bon. Voilà, en tout cas, qui conclut les trophées individuels. Tchouaméni, homme de la saison. Ben Yedder, pas loin derrière. Après, on l'a bien dit, il y a un vrai gap. Si, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, Pierre. Il ne faudrait pas qu'il passe en travers des mailles, parce que l'année dernière, ça avait été un de tous meilleurs éléments. Kevin Folland, messieurs. Kevin Folland, quand même, saison très décevante. Il finit bien. Après, visiblement, il aurait joué blessé pendant une longue période, et on a envie d'y croire, mais on a aussi envie de ne pas comprendre pourquoi tu as continué à jouer, du coup. Pourquoi tu t'es pas complètement mis au vert pendant un mois plutôt que de continuer à forcer, en fait. Ouais, c'est clair.
Ouais, mauvaise première moitié de saison de sa part. Et ouais, ce qui était étrange, c'est qu'il était titulaire souvent alors que Ben Yedder faisait banquette. Il y a eu quand même plusieurs fois où on avait lui et Boadou qui étaient préférés, enfin sous Kovac. Et ouais, il revient bien en fin d'année. Il y a cette histoire de blessure. Lui aussi, ça nous a bien aidé quand même son retour en forme parce que c'est un joueur quand même très précieux. Honnêtement, je joue au football. Ouais. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve qu'en fait Volland c'est peut-être même le joueur qui reflète le mieux la saison, les attentes qu'on avait parce que grosse saison l'année dernière, ou en tout cas qui finit bien, quand même beaucoup d'espoir sur lui, et puis pas bon sur toute la première phase, et puis qui est devenu bon sur la fin et qui a fait beaucoup de bien, parce que c'est vrai qu'on le rappelle, hein, notre équipe elle s'articule quand même beaucoup sur nos deux doublettes, que ça soit celle du milieu de terrain et celle de l'attaque, mais Fofana et lui ont mis énormément de temps à se mettre en route, et Folland, c'était pas loin moi de la déception. Après c'est quand même un tel joueur dans l'absolu, on n'en a pas beaucoup quand même des joueurs en valeur intrinsèque de son niveau, mais ouais, quand même un petit peu décevant Patrice, hein, Kevin Volland. Non, je suis pas d'accord avec vous du tout. Ah, d'accord. Elle n'est pas non plus décevante. Je trouve que c'est assez fort comme mot, quoi, pour quelqu'un qui plante 15 buts et 10 passes décisives, quoi. Ouais, mais c'est parce qu'il finit en trombe. Enfin, moi, moi, en tout cas... Forcément, quand tu regardes ses statistiques, en fait, il suit l'équipe. En fait, il a les mêmes performances que l'équipe, quoi. C'est-à-dire que c'est assez catastrophique jusqu'en octobre. Après, il fait une très très bonne fin d'année 2021 où il est ultra performant et très bien utilisé par Kovac. Arrive Clément qui ne sait pas l'utiliser et met du temps à revenir du coup à reprendre la tactique en 4-2-3-1 et à remettre du coup Volland derrière. Ben Yedder n'est pas à côté de lui ou sur un côté. Et donc du coup après sur la fin de saison il reprend à nous refaire du coup des statistiques et nous mettre des buts importants, quoi. Mais c'est comme Monaco en fait. Quand Monaco est bon, c'est que Volland de toute façon on avait bien vu, je crois qu'à chaque fois que Volland met un but ou fait une passe décisive, Monaco gagne derrière. Et c'est pour ça que donc il est très important avec l'équipe, quoi. Après il fait une saison qui est clairement en dessous de celle de la saison dernière, je suis d'accord, qui est bonne. C'est pour ça que pour moi elle est décevante, je trouve que c'est un peu fort, quoi. Je trouve qu'il fait une saison moyenne. Voilà. Je n'irai pas jusqu'à décevante quand même. Oui, elle finit moyenne grâce à la fin. Je sais pas, Boris, ce que t'en penses, mais moi je me rappelle de ce qu'on voyait beaucoup sur les réseaux. Il était quand même très critiqué. Il y a énormément de mauvais matchs, par contre je suis d'accord. Beaucoup ne voulaient plus le voir dans le 11. Ça c'était pas forcément mon cas parce que je me disais quand même avec un tel joueur... Pas d'autre solution de toute façon. Tu peux espérer mieux, mais je crois que dans notre bilan de mi-saison, il était souvent dans les avertissements, en tout cas dans les grosses déceptions. Je sais pas, Boris. Ouais, comment dire, je pense que déjà, forcément, il subissait un peu le fait que c'était le chouchou de Kovac et que c'était toujours Ben Yedder qui sortait, jamais lui. Et Volland, moi je reste persuadé que ce joueur, quand il marque pas, enfin quand il fait pas une stat, ces matchs, ils sont pas très intéressants, quoi. Donc c'est sûr qu'il a pas mal subi sur une partie de la saison. Il met quand même 7 buts de moins en Ligue 1 que la saison d'avant, hein. C'est quand même un différentiel assez énorme. Et on l'a dit, cette année, il y a 2 joueurs et puis le reste. L'an dernier, objectivement, il y en avait 3. Volland, pour moi, il était quasiment au niveau des 2 autres. Je pense même que moi, je l'avais mis meilleur joueur la saison d'avant, parce que ultra décisif sur des très gros matchs. Cette année, ça a clairement été moins le cas. Il a été en recul. Au final, on voit que ce qui marche le mieux, ça reste le duo Ben Yedder-Volland. Oui, bien sûr. Et c'est quand même la meilleure option de la saison. Donc, tant mieux qu'il ait fini par être repositionné. Mais c'est vrai qu'il y a un paquet de matchs où on se demandait presque s'il fallait pas tenter d'autres choses. Donc, déçu par rapport aux attentes, je dirais. Après, voilà, ça reste un joueur. Quand on fait le bilan en fin de saison, il doit être titulaire et ça reste pour moi un indiscutable. Mais petite déception par rapport aux attentes, autour d'un duo qui quand même a moins apporté que la saison précédente. Et on peut noter que Damien l'avait call lui comme déception de l'année, et très honnêtement, jusqu'à un petit moment, c'était un sérieux candidat. Encore une fois, comme tu viens de le dire, par rapport aux attentes, on parle quand même d'un international allemand, hein. On parle pas d'un joueur d'un certain âge avec une certaine expérience. Mais bon, évidemment, moi, j'ai envie de le garder, j'ai envie qu'il soit titulaire. Il n'y a aucun souci là-dessus, hein. Ça reste un de nos meilleurs joueurs. Maintenant, le coach, messieurs, le coach. Alors, on va parler que de Clément, hein, parce que Kovac, on en avait du coup beaucoup parlé à la mi-saison au moment de son départ. Évidemment, décevant en championnat et puis plutôt intéressant
pour ce qui est de la Coupe d'Europe. Mais Clément, un premier bilan, Patrice, des débuts un peu compliqués, ça peut se comprendre, hein, un coach qui arrive dans une nouvelle équipe. On se rappellera tous quand même de Caio Henrique numéro 10 pendant 2-3 matchs, parce que tous les... Il avait pas trop le choix. Parce que tous les coachs, à chaque fois, il faut qu'ils arrivent et il faut qu'ils tentent une petite dinguerie pour montrer que c'est eux les patrons et que eux ils ont des idées super et que c'est pas comme les autres. Bon, il est vite revenu à la normale, il l'a vite remis à son poste. Mais au final, Clément, excellent bilan sur le championnat, ça on peut que le dire, mais très décevant sur les matchs couperés. Si on considère que le dernier match est un match couperé, bah, ça fait une finale de plus. Parce que autant quand on dit il reste 10 finales, c'est absolument insupportable, autant quand c'est la 38e journée, tu peux le considérer un peu plus comme une finale, ce match. Et ben il a été raté aussi, ce match. Ou en tout cas, il n'a pas été gagné. Ouais, on le sait, hein, un coach qui est étranger en plus, qui ne connaît pas la Ligue 1, qui arrive en plein milieu de saison, c'est long aussi à arriver à comprendre comment cela fonctionne. Il ne connaissait pas le groupe non plus, donc il a fallu qu'il apprenne à le gérer. Et là, il n'a pas vraiment un mercato en plus pour ajouter quelques petits détails pour entrer dans le schéma qu'il a l'habitude de faire. Hein, parce que quand on voyait ce qu'il pratiquait à Bruges, c'était plus du 4-3-3 en jouant énormément sur les ailes. Là, il n'avait pas le choix parce que Diatta est rapidement blessé et derrière, il ne lui reste plus que Gelson comme ailier. Vanderson, qui du coup deviendra ailier, mais il arrivera à la fin du mois de janvier. Donc c'est pas simple. On avait vu que son Kovac aussi, hein, les débuts ont été un peu compliqués, le temps qu'il arrive un peu à trouver le rythme et savoir comment manœuvrer dans cette Ligue 1. On a perdu des points un peu bêtement malheureusement sur cette partie de tableau-là. Tu sais quoi, contre Strasbourg on perd contre Reims, Montpellier de mémoire, c'est ces défaites qui nul à Bordeaux. C'est pas des grosses équipes, on fait ce 2-2 à Bordeaux qui est horrible quand tu vois la saison de Bordeaux, hein, quand même. Tu te dis c'est impossible d'avoir perdu des points contre eux, sachant qu'on les a torchés à domicile comme pas possible. Donc ça fait vraiment rager. Alors que derrière, les gros matchs, ils réussissaient vraiment à très très bien les prendre, quoi. Avec surprise, on gagne contre Lyon, on va gagner au Vélodrome. Donc on pouvait s'attendre à ce que sur les gros matchs aussi de Coupe d'Europe ou Coupe près en Coupe de France, pareil, du coup ils réussissent à aller chercher un peu des qualifications. Malheureusement c'est pas le cas, et c'est ça qui fait vraiment mal, c'est de s'être fait sortir, comme on l'a dit déjà plein de fois dans cette vidéo, quoi. C'est de sortir contre Nantes et puis contre Braga. Derrière par contre ils se récupèrent vraiment très très bien en faisant un final qui est... Sur le contenu des matchs, c'est loin d'être extraordinaire, parce qu'il y a quand même très très peu de matchs où vraiment on s'est fait plaisir en regardant. Ça se joue vraiment souvent à des détails, on subit énormément le jeu et on punit nos adversaires avec les rares occasions qu'on peut avoir dessus. Mais voilà, ça nous fait gagner, ça nous a fait remonter. Il a presque cru jusqu'à la fin, comme on l'a déjà dit, quoi. Je vais lancer une petite pièce dans la machine de certains de nos suiveurs. Est-ce qu'on peut pas dire qu'il a profité quand même du travail de Kovac et d'une certaine prépa physique? Parce que l'année dernière, malgré tout, ça avait déjà été le cas. Le club avait fini en trombe. De nouveau, c'est le cas. Il profite également, comme Kovac l'avait profité l'an dernier, du retour de Golovin, d'un volant certainement moins diminué, moins blessé. Est-ce qu'on peut lui donner autant de crédit que ça? Je l'ai dit dans le... C'est de l'humour, hein, c'est pour pas... Non, mais je l'avais déjà dit en fait dans un space, oui. Que clairement que ça fait 2 fois de suite que l'équipe est très très forte sur la fin de saison, et je parle vraiment surtout physiquement. Clairement, on a vu qu'on mangeait nos adversaires physiquement sur les derniers matchs, sur toute la fin de saison. Clairement, pour moi, c'était la préparation voulue par Kovac et ses adjoints pour que l'équipe soit vraiment à plein régime sur cette partie-là, à partir du mois de mars, qu'elle soit assez forte pour les grosses compétitions au niveau de la Coupe d'Europe et sur le final de la Ligue 1. Ça s'est vu la saison dernière, parce qu'on a déjà fait là une très belle série, ça s'est vu aussi cette saison. Du coup, clairement, je pense qu'il en profite aussi, que l'équipe soit vraiment à plein régime à ce moment-là. C'était un petit tacle, hein, pour certains emmerdeurs des réseaux sociaux. Pierre, est-ce que tu es là? Est-ce que tu nous entends? Ouais, ou est-ce que tu es là. C'est bon? Alors, un petit avis sur Philippe Clément. Ouais, alors, au niveau du bilan comptable, c'est quand même bien ce qu'il a réussi à faire en championnat. Pour le coup, là-dessus, son bilan est bien. Il a ramené l'équipe sur le podium.
a priori implicitement ce qui lui avait été demandé quand il a signé, donc il a rempli son objectif principal. Il y a ce regret des coupes, comme on disait, quoi, avec Braga, où c'est vraiment pas terrible, que ce soit à l'aller comme au retour. J'ai toujours du mal à mettre ça que sur le dos de Clément, parce que je trouvais que l'attitude des joueurs était vraiment pas bonne, en fait, et que je fais pas partie de la team convaincue que Kovac aurait fait mieux dans ces matchs-là, parce que je sais pas, c'était un moment où j'avais l'impression que le groupe répondait pas, quoi, ça fonctionnait plus. Nantes, c'est un match un peu bizarre, mais ouais, non, c'est sûr que il y a de quoi nourrir des regrets. Moi, je trouve que c'est plutôt pas mal quand même son bilan qu'il a. Et je suis curieux de voir ce que ça va donner l'an prochain. Je pense que Kovac, il a fait du bien à un moment, mais qu'il y avait un management trop dur qui devait, à mon avis, plus marcher. C'est compliqué dans le football moderne d'être aussi sévère. Pardon ? Les pauvres chouchous, je disais, ils aiment pas être bousculés. Non. Bah ouais, c'est un peu ça. J'ai l'impression que la calinothérapie est devenue très importante. Bah finalement, quand on fait venir Jardim en 2014, si je dis pas de bêtises, hein, c'est bien ça. C'est un peu pareil. On sort d'un Ranieri qui est plutôt un coach à l'ancienne, où voilà, t'as un cadre et t'en sors pas. Et Jardim était réputé pour être plus cool avec les joueurs. Et bon, ça avait fonctionné comme ça. Je pense que la gestion humaine est devenue beaucoup plus importante qu'à une époque où tu avais des gars comme Tigana qui pouvaient installer une dictature dans le club et tout se passait plutôt bien. Je rappelle que celui qui est considéré comme le meilleur coach du monde est certainement la plus grosse des saloperies. Hein. Guardiola ? Oui. Ouais, donc, c'est clair que c'est... Donc alors, il n'y a pas pas de Laurent Batles. Bruno Irles, tu voulais dire plutôt. Non, mais donc c'est pour ça, je pense que il y a encore je pense que les deux types de coaching peuvent fonctionner encore. Moi, je suis ni fan particulièrement d'un ou de l'autre. De toute façon, t'es pas dans le groupe, t'es pas dans la vie de groupe, tu sais pas vraiment comment ça se passe au quotidien. Mais ouais, globalement, moi, ça me gonfle à chaque fois quand le premier à sauter, c'est l'entraîneur. C'est pour ça que même si Kovac, Mitchell, pas Mitchell, Clément, putain, décidément, j'y arrive pas. Même si j'ai été peut-être un peu sévère avec lui, mais en fait, c'est surtout parce que j'étais déçu en fait qu'ils enlèvent Kovac. Maintenant qu'il est là, autant continuer avec lui et puis lui laisser une chance de plus. Je crois que lui laisser une vraie chance. C'est ce que tu disais, Boris. D'ailleurs, je vais te laisser la parole, mais sur également ce qu'on a vu dans le jeu sous Clément, ça m'a pas non plus convaincu des masses, quoi. On l'a bien dit, hein, on a deux joueurs qui sont largement au-dessus du lot, et ça passe quand même beaucoup par eux, la réussite. Ouais, sur la série des 10 victoires, je trouve qu'il y a quand même pas mal de performances assez convaincantes, hein, des victoires assez nettes, assez larges. C'est pas le football champagne, mais je trouve qu'au vu de ce qu'on a vu ces dernières saisons à l'AS Monaco, c'est plutôt dans le bon du panier, au-delà même simplement des résultats. Mais voilà, une équipe relativement proactive quand même, qui a bien géré ses matchs. Donc plutôt preneur pour ça. Comme l'a dit Patrice, je pense que c'est pas forcément le type de jeu que lui avait dans l'idée de faire pratiquer avant. Et à son détriment, je dirais que je sais pas s'il a bien fait ses devoirs à l'AS Monaco. Il a eu, en venant, hein, il a eu évidemment un petit temps d'adaptation, mais je veux dire, le duo Ben Yedder-Voland et Voland qui doit jouer un point, il suffisait d'avoir vu toute la saison dernière pour être au courant que Voland ça marchait nulle part ailleurs, tout simplement. Donc oui, tu l'as dit, il a voulu tenter des trucs, mais au final, il est revenu tout simplement aux vieilles recettes et on aurait peut-être pu... Je pense que le seul choix fort, in fine, c'est le fait d'écarter Diop. Choix un peu marquant et vraiment structurant chez Clément. Donc voilà, à côté de ça, l'équipe joue plutôt des matchs agréables, je trouvais, une fois qu'on a trouvé la bonne carburation. Maintenant, il va falloir confirmer ça, effectivement, et dès le début de saison, il va pas falloir attendre que Voland ait perdu ses 4 kilos de l'été, que Golovin sorte de son hibernation en mars. Voilà, il va falloir
tout de suite trouver des solutions parce que ces problèmes structurels-là, ils auront peut-être pas disparu malheureusement. Et ça sera Deux choses. sans Tchouaméni, on le rappelle. Ouais. Deux choses. Est-ce que Diop, déjà, ne s'est pas écarté tout seul? Parce que je trouve que, certes, Par son Clément attitude, a plus mis. Non, je parle plus vraiment sur le terrain. Certes, il a mis Golovin en avant quand il est revenu, parce qu'en plus, il a les performances, mais à chaque fois qu'il a utilisé Diop, parce qu'il l'a utilisé, en tant que titulaire même, ça n'a jamais été bon, quoi. Donc, j'ai plus l'impression que c'est Diop lui-même qui, physiquement, avait du mal, parce que ça reste un jeune joueur et on fait une très grosse saison. On avait déjà vu la saison dernière que la régularité, c'était pas encore trop son fort. Et j'ai l'impression que cette saison, à un moment donné, il a été émoussé physiquement et que ça a été compliqué pour lui sur la fin de saison. Voilà, ça c'était mon premier point. Et le deuxième, quand même à mettre au crédit de Clément, c'est l'utilisation de Vanderson avec cette tactique un peu étrange où du coup il rentre énormément dans l'axe, qui joue principalement à côté de Ben Yedder, quoi. C'est limite un attaquant. Il libère le couloir à Aguilar qui le prend pourtant pas trop non plus, quoi. Mais c'est voilà, il y a un aspect tactique avec Vanderson qui l'utilise d'une manière différente d'un simple ailier qui reste vraiment bloqué sur son aile à faire des débordements et des centres. Il repique énormément vers le centre, il fait très rapidement des appels pour avoir les ballons pour remettre après sur Ben Yedder ou Voland. Ça aussi à mettre à son crédit. Il y a la renaissance de certains joueurs aussi quand même. Moi j'aurais dit que Fofana il est quand même peut-être pour quelque chose parce qu'il était vraiment il est vraiment revenu de nulle part sur cette deuxième partie de saison. Tu as quelqu'un comme Aguilar aussi, ça allait pas trop, quoi, tu vois, sur la première partie. Voland, enfin, il a su reconcerner son groupe, quoi. Ok. Bon, de toute façon, on est, je pense, tous d'accord pour dire qu'il faut repartir avec lui. Hein. Le groupe, il va certainement bouger un petit peu, mais on verra. Mais j'ai quand même dans l'espérance qu'on va pas perdre non plus tant de monde que ça, Tchouaméni, et puis ça serait bien que ça aille pas beaucoup plus loin. En tout cas, je parle des joueurs importants ou un peu en dessous d'importants. Maintenant, l'autre gros cas, ça va être Ben Yedder. Il faut qu'il reste, quoi. En plus, s'il reste une saison de plus, il va peut-être pouvoir aller chercher la deuxième place au classement des buteurs, ou en tout cas la troisième. Donc voilà, quoi. Voilà, messieurs, qui conclut donc cette longue émission, évidemment, mais il y avait évidemment forcément pas mal de choses à dire. Maintenant, nous, au programme, avec Boris, on a encore 4 murs des légendes à vous proposer. Ils ne sont pas encore tournés, donc on a pris un petit peu de retard. On ne pouvait pas, là, dernièrement. Roland Garros, hein, tu connais. Damien est à la piscine. Damien est à la piscine. Donc il ne peut pas tout faire. Mais bon, il nous en reste 4 qu'on vous proposera. Il y a du Arsène Wenger, du Luc Sonor. Et ma mémoire me fait défaut, donc je ne pourrais pas dire les 2 autres. Mais en tout cas, ces 2-là, c'est sûr. Je crois qu'il y a un mec... Si, il y a Raymond Kelbel. Et puis il y en a encore un autre. Donc voilà. Et puis après, on partira sur les émissions du mois de juillet. Donc des émissions fantasy mercato, peut-être. Il y en aura une, et puis en tout cas après ça sera les gazettes, et on espère pouvoir vous en donner, parce que voilà, comme on l'a bien dit, on va vite être de nouveau dans le gros avec ce tour préliminaire, barrage, Ligue des Champions, et puis le début du championnat qu'il faudra, une fois n'est pas coutume, ne pas rater. Voilà, messieurs, c'est tout. Merci de m'avoir accompagné. On se retrouve donc dans quelques semaines pour la reprise des émissions pour la saison 2022-2023. Merci d'avoir été avec nous. D'ici là, portez-vous bien. Et Dagé Mounegou. Et bisous.